Bonsoir, bonsoir. Tiens, on dirait que tu ne marches pas le truc. Là. Ça n'a pas marché cette histoire. Non, ça marche pas. Pourquoi? J'ai pas le chat. Voilà, ça y est. Là, je vois. Bonsoir. Salut, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Il est 23h et quelques. Désolé, je ne pouvais pas avant. Bonne année à tous. Écoutez, ça commence un peu chaud hein, cette année-là. C'est chaud, on peut le dire. C'est très chaud. On va attendre 2 minutes. Hein. Je vais prévenir un petit peu partout qu'il y a un live maintenant. Donc, je vais prévenir sur VK, je vais prévenir sur Facebook. Et puis, j'arrive. Hein. Évidemment, je donne l'adresse. Ah oui, comment je fais pour donner l'adresse? Ah, zut! On va faire comme ça. Hein. Alors. Salut à tous, bonjour, j'arrive. Je termine juste de prévenir qu'il y a un live tout de suite. Voilà. C'est lent, qu'est-ce que c'est lent? Je vais prendre le câble bientôt parce que c'est trop lent ma connexion Internet. Bonne année à tous. Voilà. C'est bon, on y arrive. Alors, bon, d'abord, je suis très heureux d'apprendre que la rumeur de la soi-disant Coralie belge qui se serait fait tuer parmi les gilets jaunes, c'était un fake. Hein. Alors, c'est dommage que les gens jouent avec ce genre de rumeurs, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'apprendre que ce n'est qu'une rumeur et que ce n'était qu'une bêtise, hein, même si c'est quand même une blague plutôt foireuse, mais c'est quand même bien. Bon. Il n'empêche qu'il y a quand même toujours beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations, et que ce gouvernement totalement incompétent ne sait pas résoudre la crise autrement qu'en envoyant des flics tabasseurs. Hein. Alors tout le monde s'offusque parce qu'il y a un boxeur professionnel qui aurait mis quelques coups sur les casques des flics, mais bon, il les a pas blessés, quoi. Il leur a mis des coups, quoi. Il y en a un qui est tombé, il lui a mis quelques coups de pompe. Et je suis sûr qu'il n'a même pas un bleu, le flic, avec tous les rembourrages qu'ils ont dans leur main. Voilà. Alors évidemment que c'est pas joli de voir quelqu'un taper un flic au sol. Évidemment que c'est moche. Hein. C'est très laid. Mais quand on voit le nombre de mecs qui se sont fait tabasser, qui ont perdu leurs yeux, leurs mains à cause des flics qui ont outrepassé leurs droits, car je rappelle qu'il est strictement interdit de tirer dans la tête avec un flashball pour un flic. Hein. C'est strictement interdit. Et il tire dans la tête. Il y a même de nombreuses vidéos où elles entendent dire « je vais te tirer dans la tête avec mon flashball ». Donc, ils s'en cachent même pas. Et donc, c'est tout à fait logique que quelque part, il y en ait un qui se prenne quelques petits coups de pompe. Par contre, il y a un policier qui a été gravement blessé par un jet de vélo. Il s'est pris un vélo sur la tronche. Bon, écoutez,
Je pense que tout ça n'est que le début. Je pense que ça pourra aller beaucoup plus loin que ça au niveau des violences. Hein. Et on va pas se offusquer pour un petit coup de poing. Puis, voilà, quand on sait que... C'est marrant parce que je vois des vidéos assez drôles de gilets jaunes là, qui reculent, les flics qui reculent avec leur voiture. C'est quand même assez marrant. Je vois qu'il y en a un qui a mis un drapeau bleu, blanc, rouge tout autour de lui. Ben, je le félicite. C'est presque l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent. C'est quand même assez marrant. Alors, je vous écoute parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Pauline Unabko. Hein, alors, je voulais juste vous dire, mettez un Q majuscule devant vos questions pour que je puisse les repérer plus facilement parce que pour l'instant, on n'est que 150, mais quand on va être peut-être plus de 300 ou 400, je vais avoir du mal à repérer vos questions. Alors, donc, Pauline, quelle issue à court terme vois-tu au niveau sociopolitique? À court terme, qu'est-ce que tu appelles court terme? C'est ce que tu appelles dans les 2 semaines à venir, je ne vois pas d'issue pour l'instant. Il n'y a pas d'issue possible, c'est un dialogue de sourds, puisque nous avons affaire à une catégorie, on va dire, sociale, qui s'éveille à la réalité que les politiciens ne sont que des pions placés par la finance internationale, et notamment la finance américaine. À partir du moment où les gens ont compris ça et qu'ils ne veulent plus ni être dirigés par des pions de cette finance, ni leur donner leur argent, on est face à un problème sérieux. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi ils auraient envie de parler ou de tergiverser avec des pions du système financier, et alors qu'ils veulent simplement qu'ils s'en aillent. Donc effectivement, on est face à un problème sérieux et qui ne va pas se résoudre en 2 semaines. Donc à court terme, je ne vois aucune issue. Aucune. Je ne vois que des conflits à venir. Hein. Jack Daniels me demande « Salut, c'est quand les vidéos spirituelles ?» T'inquiète, ça vient. Hein. Q majuscule, s'il vous plaît, pour les questions. Coucou Mohamed Ben Ferra. Jim, que penses-tu de se cotiser pour ce boxeur pour aider cette famille et ses enfants? Pourquoi tu veux l'aider? Cotiser ce boxeur, pourquoi donc? Il va avoir une amende, il va avoir une peine de prison, il va prendre du sursis. Oui, écoute, ce qu'il faut, c'est l'aider. C'est pas financièrement qu'il faut l'aider, il faut le soutenir au tribunal. Puis bon, il n'a pas blessé, il faut quand même pas exagérer, il a blessé personne. Il s'est simplement pas laissé faire, c'est tout. D'ailleurs, étrangement, et c'est vrai que ça m'a paru bizarre, c'est que dans le tas de flics parmi lesquels il cogne, il y en a qui ont un flashball dans la main et ne lui tirent pas dessus. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais qu'ils ont poursuivi les gens avec des grenades, avec des flashballs. Ils ont que ce qu'ils méritent, les forces de l'ordre, de toute façon. Donc, enfin, je parle des forces de l'ordre violentes. Hein. Je ne parle pas de tous les policiers, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller taper les flics qui n'ont rien fait. Mais ceux-là, en tout cas, méritaient largement les coups de poing qu'ils ont pris. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et encore, je trouve que c'est très gentil. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Alice Land. Elle dit le boxeur qui fait toutes les unes de la presse mainstream, ça sent l'entourloupe. Le but serait de pousser les gilets jaunes à la violence et instaurer un couvre-feu. Je suis assez d'accord, c'est un petit peu ce que je ressens dans l'histoire. J'ai trouvé très bizarre qu'ils ne lui tirent pas dessus au flashball alors qu'ils étaient juste à côté. Je me suis dit, ça sent le mec qui effectivement est commandité pour montrer le chemin à suivre, à savoir, allez-y, on peut taper sur les flics, allez-y, regardez. Moi, je trouve qu'il tape pas très fort pour un boxeur. Je trouve qu'il tape pas très fort. On dirait qu'il fait exprès de faire semblant de taper. C'est assez bizarre. Hein. C'est l'effet que ça m'a fait. Vous savez que j'ai pas mal de ressentis et c'est un petit peu l'effet que ça m'a fait. Voilà. Bon, je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'attarder sur cette histoire de boxeur. Multi-TV, coucou. Alors, après Macron, qui mettre concrètement? Personne de tous ceux et celles qu'on connaît actuellement. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Absolument personne, pour l'instant.
Donc, c'est pas un après-Macron qu'il faut, c'est un après-Frexit. Ça veut dire dégager Macron et tous les pro-européistes du système politique français et médiatique, hein, car c'est une clique qui fonctionne ensemble, politico-médiatique. Et une fois que toute cette clique aura dégagé, il faut voter pour un Frexit, il faut sortir de l'Union européenne, et après, donc vous voyez, c'est pour ça, il n'y a pas de vision à court terme, là. C'est très très chaud, je vois pas du tout comment ça va pouvoir s'arranger cette histoire, je me demande, hein, vraiment. Salut tous ceux qui viennent d'arriver, coucou, bonne année. Il encourt 3 à 5 ans de prison, le boxeur. Ben, il faut le soutenir, il faut mettre la pression sur les tribunaux. Il y en a un qui a pris 2 ans ferme, pareil, il faut soutenir ces gens-là. Il faut aller faire le siège comme vous avez fait à BFM TV, il faut aller dans les tribunaux, voilà, tout simplement, il faut mettre la pression sur les juges. Hein, il n'y a pas eu de blessés graves du côté des flics, je ne vois pas pourquoi ils prendraient 5 ans de prison ferme. Il n'y a rien, il les a pas frappés, il les a pas blessés, il n'y a même pas d'ITT, il n'y a que dalle. Donc je vois pas en vertu de quoi il prendrait de la prison ferme, c'est faux. Alors, Frédéric Troadec me dit, et sur le long terme, l'issue chaotique inévitable. Mais oui, oui. Qu'est-ce que de toute façon, le seul choix qu'ont les gilets jaunes, et pas seulement les gilets jaunes, hein, le peuple en général, tout le monde, hein, le seul choix qu'on a, c'est soit de rester des esclaves du système financier, soit de s'en émanciper. Or là, ce qu'on est en train de voir avec le gilet jaune, c'est le début de l'émancipation du peuple, c'est-à-dire du peuple qui n'a plus envie d'être esclave des banques mondiales et des Rothschild. Je prends Rothschild toujours, il n'y a pas que lui, hein, mais c'est le symbole un peu de la finance mondiale, Rothschild, pour moi. Et c'est la France, c'est le peuple qui refuse désormais, voilà, de payer des impôts pour enrichir ces gens-là. Et de faire semblant d'entretenir un système qui s'écroule, alors qu'en fait, ce système ne s'écroule uniquement que parce que les financiers là-haut, ceux qui tiennent la Fed américaine, l'ont décidé. J'étais encore ce soir avec des gens qui sont dans la finance. Ils m'ont dit, ils créaient des bulles. Ils créaient des bulles qui éclatent quand ils ont envie qu'elles éclatent. Donc très bientôt, il va y avoir une très grosse bulle qui va éclater, on le sait, et suite à quoi le cash va disparaître, etc. Et tout ceci est commandité depuis très longtemps, tout ceci est prévu depuis très longtemps. Et donc, il n'y a pas d'issue à partir du moment où les gens ont compris qu'on avait affaire à une bande de salopards qui fabriquaient, quand ils n'ont plus d'argent, ils se le fabriquent tout seuls. Parce que c'est eux qui tiennent notre or, vous voyez. Donc, on a affaire à une bande de parasites, en réalité. Ce sont des parasites, mais des parasites tout puissants. Et les gens ont décidé de ne plus participer et de ne plus donner leur voix ni aucun crédit à aucun de leurs ambassadeurs, de ces gens-là, de ces parasites-là. Quelle issue voulez-vous qu'il y ait? Ou les gilets jaunes et ceux qui se réveillent s'écrasent et acceptent volontairement d'être des esclaves, hein, et tout le peuple ensuite derrière suivra et sera un peuple d'esclaves, ou ils vont décider d'aller au bout, il y aura de plus en plus de monde qui vont les suivre, et automatiquement, ça va être une rébellion généralisée. Donc automatiquement, oui, le chaos. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Ça fait déjà des années que je vous le dis, ça fait 35 ans que je le dis. J'ai dit en France, avec l'islamisation de la France, la guerre civile est inévitable, et avec le fait que nous soyons tenus par des parasites bancaires et financiers et familiaux, la révolution est inévitable. Donc, on est au début de cette révolution. Voilà, oui, ça ne peut pas finir autrement. Les gens qui m'ont dit, ouais, on peut éviter non, on ne peut pas l'éviter. On est dedans. Voilà, c'est parti. Et je ne sais pas comment ça terminera. J'en sais rien. Tout dépend, à mon avis, du nombre de personnes qui vont se réveiller et rejoindre les rangs des Gilets jaunes. Voilà. Si demain, il y a 10 millions de Français dans les rues, tout explose. Il y a le Frexit immédiat, Macron et sa clique dégagent, il n'y a plus personne qui prend le relais, et le Frexit sera très rapidement voté, et on refait constitution. Si ça continue comme ça, avec 300 000 personnes, 500 000, 1 million, 2 millions, ça peut durer une éternité, et il n'y aura rien de concret, et le pays va finir par être bloqué, littéralement. Voilà. Le mouton se réveille, me dit, que penses-tu de la soi-disant greffe de Macron qui lui causerait des soucis de santé, ce qui est censé causer sa démission? Je ne suis pas au courant de cette histoire de greffe. Pas du tout, je ne suis pas du tout au courant. Pauline Unabko
Quelle autre solution que la violence? Quelle autre solution face à la surdité et le mépris? C'est surtout quelle autre solution face à la violence d'en face? Car c'est les flics qui ont commencé à être violents avec les gilets jaunes, c'est pas l'inverse. Et quand on a des gens qui vous frappent sur la tête, au bout d'un moment, avec en plus un gouvernement qui leur donne des ordres de le faire, la solution, je la vois plus, moi. J'ai beau dire qu'il fallait faire un mouvement pacifique et continuer à mettre la pression, je pensais que ça aurait pu suffire. On voit très bien que non. Pourquoi? Parce que ce système bancaire n'a pas du tout, mais du tout envie de laisser la France au peuple français. Mais pas du tout. Pour eux, c'est la poule aux odeurs, la France. Aux odeurs et aux œufs d'or. Hein, et ils n'ont pas du tout envie de laisser notre pays, qui est un pays qui est richissime et qui génère des milliards, hein, qui fait partie du G5 pour ceux qui... Voilà, même si on sombre littéralement au rang des pays riches, on sombre, hein, on n'est plus que 17e, je crois. On fait partie quand même du G5 au niveau des pays décisionnaires de ce qui se passe dans le monde, quand même. Et ils n'ont pas du tout envie de laisser notre pays aux mains du peuple. Ils ont envie de... Voilà. Donc, ils lâcheront pas comme ça. La solution, la solution, c'est oui, malheureusement, il va falloir tôt ou tard faire usage de la force, mais ce qu'il faudrait, c'est faire usage de la force contre les bonnes personnes, pas contre tout le monde et pas de manière inconsidérée. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, je vois pas du tout comment on va faire. Jeff Fournel, celui qui a filmé le boxeur aurait pu filtrer son visage, je trouve. On verra. Alors, c'est dans l'excès, me dit. Dans les Alpes-Maritimes, il y a peu de monde. Ah bah oui, c'est normal, ils sont tous nantis là-bas. Dans les Alpes-Maritimes, il y a beaucoup de retraités, donc de retraités et de rentiers, donc ils n'ont pas spécialement de problème. J'ai même la majorité de mes amis sont dans les Alpes-Maritimes, se sentent pas concernés par les gilets jaunes. D'ailleurs, ils se sont jamais sentis concernés par grand-chose des problèmes de la France. Quand je leur parle des cités, des zones de non-droit, ils savent pas ce que c'est. Ils sont déconnectés dans le sud. Un peu, même s'il y a quand même des zones à Nice, même à Monaco, à Marseille, partout, il y a quand même des zones très chaudes. Mais globalement, on va dire sur le département du Var et du 06, il n'y a pas tellement de... Hein. Oui, je dis que cette histoire de boxeur est assez étrange. Alors moi je dis à suivre, hein, on va pas faire tout le live là-dessus, c'est pas hyper intéressant non plus. Hein. Mohamed Ben Ferra, ce boxeur est le gitan de Massy, champion de France 2007 et 2008. La question est grave. Comment un homme qui a porté le drapeau en vient là? Voilà la question qu'on doit poser, oui. Alors voilà, effectivement, c'était très étrange. Alors soit il a été commandité pour le faire, il a été l'idiot utile du système pour essayer de montrer la voie de la violence aux gilets jaunes, soit il a décidé de faire ça en cavalier seul et pour défendre les gilets jaunes. Et effectivement, il faudrait lui poser la question. On va voir. Moi, j'ai dit à suivre. Hein. Moi, je vois pas en quoi il pourrait être condamné. Hein. Il ne s'est pas servi d'une arme, il ne s'est pas servi d'un bâton. C'est un combat à main nue contre des CRS armés. Normalement, il est en état de légitime défense tout à fait normal. Il n'a pas tapé fort. Il a tapé sur un casque. Il n'a pas blessé le visage de qui que ce soit. Il a mis 2-3 coups de latte, mais sans plus. Il n'y a pas... pour moi, il n'y a pas matière à aller en prison. Hein. Grain de sable. L'attaque du ministère, un montage. J'ai pas vu les images, mais non, il me semble pas que ce soit. Ah si, je les ai vus défoncer la porte avec une camionnette. Non, ça n'a pas l'air d'être un montage, je crois pas. Mais il a que ce qu'il mérite, cette espèce d'abruti de, je sais plus comment il s'appelle là, qui a dit qu'il fallait qu'ils radicalisent leur méthode, etc., qu'ils durcissent leur méthode, c'est normal. C'est eux qui sèment le vent. Oui, après, il y a le flic qui a tabassé le manifestant noir là, contre le mur. Bon, bah lui, il risque d'avoir des problèmes, puisqu'il y a la police des polices qui a été saisie hein, contre lui, hein, puisqu'il a osé frapper à visage découvert, cette espèce de crétin. Donc. Question de Mohamed Ben Ferra. Comment les gilets jaunes peuvent éviter de politiser le mouvement? Ça, c'est effectivement une très bonne question. Tôt ou tard, de toute façon, il va falloir qu'ils se politisent, hein, parce que c'est un mouvement de pensée, les gilets jaunes, c'est un mouvement de pensée. Et tout mouvement de pensée doit tôt ou tard se concrétiser effectivement par... alors, sans aller jusqu'à parler de parti, ils doivent se concrétiser avec un représentant et quelqu'un qui parle en leur nom.
ce mouvement de pensée est celui que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un mouvement de pensée d'émancipation de l'emprise des banques sur les peuples et les nations. Donc, effectivement, c'est un mouvement de pensée très important. Se politiser dans la mesure où la politique mondiale et surtout européenne et française aujourd'hui est totalement tenue par les finances, il faut surtout pas que eux rentrent dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit une politisation légère et non pas une politisation avec des financements occultes de banquiers derrière en coulisses. C'est surtout là où est le problème. Alors, mettez un Q majuscule au moment de question, s'il vous plaît. Chariane la douce. Je suis d'accord, je pense pas qu'il joue un jeu, le boxeur est courageux. Je vous dis, j'ai pas de certitude. Je demande à voir. Voilà, je demande à voir. Qui c'est qui a pris 15 jours d'ITT? Le flic au sol a pris 15 jours d'ITT? Il n'a rien eu. Il a pris 2 coups de pied. Vous n'allez pas me dire que pour 2 coups de pied, vous prenez 15 jours d'ITT, non? Attendez, on a vu les images, c'est loin d'être aussi violent que les coups qui ont été portés par les flics contre les gilets jaunes, quand même. C'est quand même autre chose. Je sais pas. Moi, je dis que ça sent bizarre. On verra. Voilà. Moi, je trouve que ça ressemble à une mise en scène. Bon, on verra bien. Peut-être que je peux me tromper. Hein. Pétue la France. Henri de Lescant ne serait-il pas le meilleur candidat pro-Frexit, pro-Gilets jaunes et pro-réimmigration? Oui. Pourquoi pas, mais Henri de Lescant, il a un problème. C'est qu'il est racialiste. Et que le racialisme en France, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'on sait pertinemment que parmi les gilets jaunes, il y a des gens qui sont d'origine de tous horizons et que c'est pas un mouvement racial, les gilets jaunes. C'est pas un mouvement blanc. Il y a toutes les couleurs dans les gilets jaunes. Donc, tu peux pas avoir un parti politique racialiste. Hein? Lui, il parle pas seulement du Frexit, Henri Lescant, hein. Il parle pas seulement des gilets jaunes et de la réémigration des migrants, il parle aussi de la race française. Alors, la France n'est pas une race. Le peuple de France n'est pas une race. Donc, je sais pas. Je le sens pas. Sylvie Mille, pendant ce temps, personne ne parle du pacte de Marrakech. Mais il a été signé et adopté, le pacte de Marrakech, Sylvie. Et puis, on va en parler, c'est fini. Maintenant, on verra les résultats, on verra ce que ça va donner, on va voir. On va voir combien de personnes ils vont nous faire rentrer dans le pays et ce qu'ils vont leur donner, on va voir. De toute façon, tout est fait pour vous dézinguer. C'est bien que les gens se soient quand même rendus compte de tout ça, qu'il y avait vraiment un plan de destruction de la France et du peuple français et de son identité. Ils ont compris. Seulement, j'entends pas beaucoup les gilets jaunes revendiquer la fin de l'immigration et surtout des migrants. Hein, alors que c'est quand même un sujet majeur de l'écroulement de la France aussi. Hein. Cette immigration totalement incontrôlée et les migrants qui s'ajoutent par-dessus, qui sont en plus maintenant vont devenir légaux grâce au pacte de Marrakech, j'entends pas beaucoup les gilets jaunes en parler et s'insurger, alors que c'est extrêmement grave. Hein. Extrêmement grave. Mohamed Enferra, faut-il absolument faire sauter cette loi 73 qui nous endette toutes et tous et nos enfants? Bah, bien sûr. Alors maintenant, la loi 73, elle a été remplacée par une loi européenne. Hein. Et donc, c'est pour ça que la loi 73, en fait, n'est plus, c'est plus elle qui gère notre endettement, notre dette. Ça a été au début, mais depuis qu'on est rentré dans l'Union européenne, maintenant, c'est une loi européenne qui a remplacé la loi 73 au sujet de notre endettement. Donc, non seulement, bien entendu, qu'il faudrait l'abolir car elle n'a plus lieu d'être, c'est plus elle qui est en vigueur, c'est une loi européenne, et deuxièmement, bien sûr qu'il faut sortir de l'Union européenne parce que maintenant, c'est une loi européenne qui s'occupe de notre endettement, donc, bien entendu. Évidemment que c'est la priorité des priorités. Triadou François me dit, c'est un Bnaibrit exit qu'il nous faut pour nous et le monde. Aussi, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fronts, beaucoup de batailles et beaucoup de fronts à mener simultanément. Et oui, bien entendu, les responsables de tout ce chaos sont bien entendu les Israéliens, il faut le dire. Les Israéliens, pas le peuple israélien, hein. J'entends bien par là les commandants, les dirigeants sionistes et ceux qui sont dans les réseaux du Bnei bien sûr, évidemment. Non, bien sûr que non. Il y a Multi-TV qui me dit les Rothschild veulent que la France coule. Absolument pas. Ils veulent ruiner les gens pour les tenir sous contrôle.
Il ne s'agit pas de faire couler la France. La France prospère. La France reçoit 440 milliards d'euros de l'Afrique chaque année. Elle est richissime, la France. C'est pas la France qui est mise en question, c'est le peuple de France qui souffre. Mais la France génère des milliards. On donne 70 milliards par an aux Rothschild et à leurs potes pour la loi 73 et l'endettement, juste pour les intérêts d'une dette qu'on n'a même pas commencé à rembourser, qu'on ne remboursera jamais. Il y a de l'argent en France. La France coulera jamais. Alors, grain de sable, pourquoi les Gilets jaunes ne demandent pas l'arrêt de la dette? Ah, mais il me semble que ça fait partie de leur revendication, si. Ou alors j'ai mal compris, mais moi j'ai entendu beaucoup de Gilets jaunes en parler de cette histoire de dette. Mais il me semble que c'est effectivement la priorité des priorités. Anto Caris du Tarn. Quel peut être le but de tout cela? Que croient-ils gagner en faisant régner le chaos, le grand Israël, etc. Pourquoi font-ils cela? Qui sont-ils? Je parle des 1%. C'est une très bonne question. Le but, il est, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo que j'ai postée ce matin ou hier soir, qui s'appelle Gilets jaunes et le système, c'est la guerre. C'est le titre de la vidéo. J'explique très bien qu'il y a un journal américain qui s'appelle JSS Israël, je crois, où ils ont titré il y a 2 ans, en première page, que c'était la guerre entre les Français de souche et les musulmans français, et que les Français allaient récupérer les terres occupées par l'islam en France, ce qui était totalement faux. Le but de tout ça, c'est de faire croire au monde qu'il y a enfin des affrontements entre les musulmans et les chrétiens européens. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'entretuent, c'est qu'il y ait un bain de sang entre chrétiens, athées et, d'autre côté, musulmans, parce qu'ils savent que les musulmans sont plus guerriers et plus aguerris et plus armés aussi dans les banlieues que le reste des Français. Et ce qu'ils veulent, c'est détruire toute chrétienté en France. Après quoi, quand ça sera fait, ils n'auront plus besoin de l'islam et ils mettront les musulmans dans des ghettos comme ils ont fait en Palestine, à Gaza. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, puisque j'étais en train de lire un peu ma petite revue de presse, Israël a ce soir attaqué des postes du Hamas dans la bande de Gaza ce soir, avec des hélicoptères. Je tiens quand même à vous dire qu'à l'heure où je vous parle aussi, le président chinois a ordonné à son armée d'être prête à la guerre. À l'heure où je vous parle, il y a l'OTAN qui donne une dernière chance à la Russie de se mettre en conformité avec le traité FNI, qui est un traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire. À l'heure où je vous parle, on se prépare à la guerre mondiale. Alors je sais, vous me dites, mais c'est anxiogène, machin, mais j'y peux rien, moi. Je vous le dis. Alors si vous voulez des sources, je ferai encore une vidéo où je mettrai des sources. Mais là, je l'ai devant les yeux. Je suis en train de lire ma revue de presse sur le site Alterinfo, que vous pouvez aller parcourir, alterinfo.net. Et c'est les premières pages. Voilà. Donc, on a aussi conseillé au Soudan, au président soudanais. Vous savez qu'en ce moment, le Soudan est à feu et à sang. On a massacré, je crois, des chrétiens aussi au Soudan. C'est un pays musulman, le Soudan. Il restait quelques chrétiens, ils les ont massacrés. Bon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on vient de leur conseiller? On leur a conseillé de se mettre aux normes avec Israël, de se mettre bien, en bon terme avec Israël, pour qu'il y ait moins de conflits au Soudan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conflits sont le fait donc d'Israël. Israël se sert de quoi au Soudan? Des musulmans soudanais pour massacrer qui? Les chrétiens soudanais. C'est QFD, Ils font au Soudan ce qu'ils veulent faire en France, ce qu'ils veulent faire partout en Europe. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, Antocaris. Alexandre Samson. Aujourd'hui, France Info ont promotionné la puce et la disparition de l'argent liquide. Message pour les gilets jaunes éclairés. Je sais qu'il y a énormément... Ce soir, je parlais avec des gens qui étaient dans la finance mondiale. Ils m'ont dit qu'ils n'y croyaient pas à la disparition du cash en France parce qu'il y avait encore beaucoup d'économies basées sur la circulation du cash. Eh bien, écoutez, ils verront qu'ils ont tort et ils verront que dans 2-3 ans, ils auront complètement tort et que les gens qui ne travaillent qu'avec du cash et qui font du black et tous les gens qui travaillent sur les marchés et j'en passe, vous verrez que tout ça va disparaître. Voilà. Alors, ils trouveront sûrement un moyen de se faire payer autrement, les gens qui font les marchés, c'est pas le problème. Mais tous les gens qui fonctionnent au black, tout ça, ça va disparaître. Ils veulent pouvoir tracer le moindre centime partout. Et ce qui est assez marrant et paradoxal, c'est que la personne de la finance mondiale avec laquelle je parlais ce soir, lui habite aux États-Unis et m'a affirmé, et d'ailleurs il n'était pas le seul à me le dire, qu'aux États-Unis, vous pouvez y rentrer avec 200 millions d'euros dans une valise si vous voulez,
À la douane américaine, quand vous atterrissez aux États-Unis, à la douane américaine, vous dites voilà, dans ma valise, j'ai 200 millions d'euros en cash. Le mec vous dit compte, il va compter devant vous, il va dire 200 millions en cash, il vous fait un tampon, vous passez la douane, il vous demande absolument pas d'où vient cet argent, vous ouvrez un compte en banque immédiatement, aucun souci. Voilà, les États-Unis sont le pays number one au monde pour le blanchiment d'argent. Vous pouvez passer n'importe quelle somme aux États-Unis demain matin. Alors, pour toutes les personnes qui m'ont demandé où est-ce qu'ils devaient mettre leur argent, car il y a des gens qui suivent mes vidéos qui ont de l'argent et qui savent très bien que le système va s'écrouler, ils me demandent qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent. Si vous voulez vous tirer des banques françaises, vous pouvez tout de suite aller aux États-Unis. Bon, après, comme c'est un système financier qui est tenu par les Américains, qui s'écroulera aussi aux États-Unis, peut-être pas une bonne idée d'aller mettre son cash dans une banque américaine. Moi, je vous conseille toujours d'acheter de l'or. On peut trouver de l'or sans qu'il soit traçable. Hein. On peut en trouver sur Internet. Vous pouvez acheter de l'or sans qu'il soit traçable. Donc, trouvez, cherchez, renseignez-vous. Donc ça ne m'étonne pas que France Info vous promotionnez la puce et la disparition de l'argent liquide. Je vous rappelle qu'en Suède, c'est déjà le cas. Les gens sont pucés et n'ont plus d'argent cash. Hein. La Suède étant le pays où ils ont fait l'expérience en premier. Patrick Muller, penses-tu que le gouvernement Gilets jaunes sans leader peuvent faire tomber le gouvernement? Oui. Vous avez vu que les médias ont voulu désigner un leader. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Ils l'ont mis 2 fois en garde à vue en 3 jours, alors qu'il n'avait rien fait la deuxième fois, qu'il n'était même pas en gilet jaune. Voilà. Donc si les gilets jaunes demain ont un leader, ils vont lui couper la tête tout de suite. Hein. C'est-à-dire ils vont le mettre au trou ou avec une camisole de force. Donc non, il faut continuer comme ça sans leader. C'est comme ça que la pression pourrait être maintenue. Absolument d'accord. Par contre, se regrouper et bloquer les ronds-points, comme je vous ai déjà expliqué 150 fois, pour moi, je ne comprends absolument pas cette démarche. Il faut faire des actions ciblées. Ciblées, et malheureusement, au point où on en est, c'est ciblé et musclé. Alors avec des masques, hein, il va falloir faire ça dans l'anonymat pour ne pas se retrouver au trou. Hein. Ah oui, là aujourd'hui, il va falloir devenir beaucoup plus stratège. Car en face, ça rigole pas. Ils n'ont pas du tout envie de perdre la main sur le pays, comme je vous l'ai dit. Question de Chariane Lados. S'ils n'avaient pas prévu que les gilets jaunes se radicaliseraient. Je sais pas. Mohamed Benferra me dit quelle islamisation où? Là, je ne te suis pas du tout. Je ne sais pas où est-ce que tu habites, Mohamed, mais si tu habites en France, déjà rien qu'avec ton nom, déjà, tu fais partie de l'islamisation de la France. Tu t'appelles Mohamed Benferra. Dezio, cet après-midi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien qui est passé sur, alors je ne sais plus sur quelle télé c'était, ou en direct, c'était un certain Mohamed aussi qui intervenait en direct et il expliquait que son frère, qui était un braqueur de banque, fiché S, multirécidiviste, qui s'était pris 6 ou 8 ans de tôle, venait de sortir de prison, hein, hyper radicalisé, d'accord, avec 80 000 euros dans une valise, personne ne sait d'où ça vient. Il est arrivé, il est rentré chez lui, il a commencé à frapper ses sœurs, à les agresser, il a commencé à agresser sa propre mère. Son propre père donc a fini par le foutre dehors parce qu'il ne savait pas ce que c'était que ce mec, il ne reconnaissait plus leur fils. Hein. Et il est devenu complètement dingue en fait, hein, complètement radicalisé, pro-Daesh, pro-terrorisme, etc. Ils ont appelé la police, ils ont dit voilà, notre fils vient de sortir, notre frère, notre fils vient de sortir de prison, il s'appelle un tel, il a notre nom. Il est radicalisé, il a 80 000 euros, il se balade dans la nature avec des idées de meurtre et de terrorisme. Et les flics ont dit qu'on n'en a rien à foutre. À part ça, il n'y a pas d'islamisation en France. Bien sûr qu'il y en a. Le département 93 est à majorité musulman, Mohamed Benferra. Donc si tu ne me suis pas du tout, je ne sais pas où tu vis. Et tu sais que je respecte les musulmans, mais je dis la vérité et je dis les choses telles qu'elles sont, sinon je ne vois pas l'intérêt. Salut Marco Linux, comment vas-tu, modérateur? Fab Opportunité. Rien à voir, mais peut-on monter une affaire au Maroc sur les produits purs et dérivés du cannabis? Sûrement pas, non. Non, pas du tout. Monsieur Soleil, penses-tu que les gilets jaunes se trompent de cible? Pourquoi cibler Macron qui n'est qu'un pantin? Pourquoi demander de l'argent qui va être repris dans 6 mois, dans 1 an? Alors,
Moi, en ce qui concerne les revendications des Gilets jaunes, moi j'ai surtout vu Frexit, abolition de la loi 73. C'est surtout ça que j'ai vu, que j'ai retenu. Hein. Il cible Macron parce que c'est le représentant du système, celui à qui on a affaire directement. Mais effectivement, Macron n'est pas le responsable, ni celui qui va pouvoir régler le problème, certainement pas, on le sait. Muriel Palmont. Non, il n'y a pas de question. Question de Alpha 2. Si l'abbé Pierre était encore là, il serait gilet jaune. Oh bah bien sûr. Il serait certes pas du côté des policiers qui tirent avec des balles. Mohamed, on est à 95% de musulmans modérés en France et sans désir d'islamiser qui que ce soit. Pourquoi vouloir imposer une religion dans un pays qui nous a accueillis et façonnés? Ah mais attention, tu dis on est 95% de musulmans modérés. D'abord, primo, c'est toi qui le dis. Moi, j'aimerais bien savoir sur quoi tu tires ce chiffre. Deuxio, sur 10 millions de musulmans, ça fait s'il y a 5% de musulmans qui ne sont pas modérés, je te laisse calculer combien ça fait de personnes. Eh oui, ça fait 500 000 musulmans radicalisés. C'est énorme, 500 000 personnes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait, 500 000 musulmans radicalisés sur un territoire? Parce que qui dit radicalisé dit susceptible d'outrepasser la barre infranchissable, celle qui mène ce qu'on appelle au djihad meurtrier. D'accord? C'est énorme, Mohamed. Ah oui, c'est énorme. Hein. Alors, certes, je suis tout à fait d'accord avec toi, la majorité des musulmans sont modérés et n'ont pas du tout envie d'islamiser qui que ce soit, quoique petit à petit, on voit bien que quand une ville devient à majorité musulmane, les femmes n'ont plus le droit d'aller dans les troquets, n'ont plus le droit de s'habiller à la française, n'ont plus le droit de porter des jupes, des talons, des machins sans se faire traiter de pute, on le sait. Donc, ne me dis pas qu'il n'y a pas d'islamisation, même si elle est, comme tu dis, gentille, modérée, elle est quand même là. Hein. Dans le 9-3, il y a des tas et des tas de villes où les femmes qui ne sont pas musulmanes n'ont plus le droit de vivre à la française. On le sait, tout le monde le sait. Hein, et personne ne le dit par contre. Muller Patrick, que penses-tu de la vitamine astaxanthine et de son effet concret sur le corps humain? C'est marrant, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on était en train de dire avant. Bah écoute, on développera ce sujet un peu plus tard. Chariane Ladouce, la France n'est pas islamisée, les musulmans sont à la merci du gouvernement et maltraités et sont responsables de tous les maux de la France. Moi, je dirais plutôt que la France est sionisée. Alors, Chariane, pour répondre à ta question, la France, elle est les deux. Comme le dénonce Zemmour, elle est islamisée par le bas, c'est-à-dire par la couche sociale d'en bas, et elle est sionisée par le haut, c'est-à-dire la couche sociale d'en haut, comme le dénonce Soral. Et on a tous les puissants qui sont au pouvoir et aux médias et aux manettes, à la justice, etc., par tout ce qui est tenu aussi par les réseaux maçons, Franc-Mac, Bénébrite, etc. Donc tout ça, c'est sionisme. Et en dessous, tout en bas de l'échelle, on a les classes sociales pauvres et les zones de non-droit, etc. Et ce sont des régions qui sont complètement islamisées. Donc on a les deux. Et au centre, au milieu, on a la France de Johnny Hallyday, la France majoritaire dans ce pays, celle qui compte encore probablement plus de 40 millions de personnes, et qui se retrouve dans les Gilets jaunes. Celle que les étrangers appellent la vraie France. Je suis désolé, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Et donc la France est sionisée, politiquement et médiatiquement, et elle est islamisée en bas de l'échelle, socialement, quand tu prends ton métro, quand tu prends ton bus, et que tu te fais agresser aussi. Alors je dis pas que, attention, j'ai jamais dit que les musulmans étaient les agresseurs de ce pays, j'ai jamais dit ça. Moi je vis dans un pays musulman, j'ai jamais été agressé. C'est pas moi qui vais commencer à vous dire que l'islam créer des agresseurs. C'est pas du tout mon propos, que soyons clairs. Mais dans l'islam, pour reprendre les propos de Mohamed Ben Ferra, s'il y a 5% d'agresseurs, c'est énorme, parce qu'on a 10 millions de musulmans en France minimum. Et ça fait 500 000 agresseurs potentiels. C'est beaucoup. Et je tiens à rappeler que les prisons françaises sont remplies à plus de 75% de personnes d'origine maghrébine. C'est pas moi qui l'ai dit non plus.
Donc, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont et il faut les dénoncer, il faut le dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont français et d'origine maghrébine ou musulmane ou africaine et qui n'arrivent pas à s'intégrer en France doivent faire un énorme travail d'introspection. Énorme. Alors, parmi tous ces gens qui sont de cette immigration-là, il y en a beaucoup qui se comportent extrêmement bien, de manière exemplaire. Beaucoup. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Mohamed. Et Mohamed Ben Ferhat fait certainement partie de cela. Mais il y en a, il faut qu'ils reconnaissent que, par exemple, les Asiatiques sont nombreux. En France, ils sont plus de 3 millions, c'est beaucoup. Vous ne voyez pas une seule racaille asiatique. Ils font le ménage entre eux. C'est-à-dire que s'il y avait des racailles, et il doit sûrement y en avoir parmi les Asiatiques eux-mêmes font la police entre eux. Ils font le ménage. Et moi, je vous conseillerais, je ne peux que conseiller aux musulmans de France et aux personnes qui sont d'origine maghrébine et qui sont françaises aujourd'hui, de faire la même chose. De peut-être mieux éduquer leurs gosses aussi, parce que la politique de l'enfant roi, lui laisser tout faire et d'aller dans la rue jusqu'à 1h du matin, fatalement, quand il est dans un quartier pauvre, il se retrouve pris en otage par des racailles qui vont lui apprendre à cramer une bagnole à l'âge de 9 ans. Et ça, c'est pas quelque chose d'acceptable dans la culture française. J'ai pas été éduqué comme ça, moi. Je regrette. Dans la culture chrétienne, on n'éduque pas les gosses à faire ce qu'ils veulent à 11h du soir dans la rue. Non. Non. Ça, c'est une culture clairement arabo-musulmane, clairement. Et c'est un truc qui ne fonctionne pas en Europe, qui choque les gens, beaucoup. De voir un gosse de 11 ans cramer une voiture, pour un Européen, c'est quelque chose de choquant. Et en plus, d'autant que c'est pas quelque chose qu'ils feraient dans leur propre pays, car un gamin qui cramerait une voiture à l'âge de 11 ans ici, au Maroc, je vous garantis qu'il va en tôle, le gosse. Il y va. Hein? Et donc, ils le font pas. Ils s'amusent pas à ça ici. Ça, il faut y réfléchir à tout ça. Hein. Il faut y réfléchir, il faut mettre les choses, il faut regarder les choses en face. Moi, vous savez que j'ai absolument rien contre les Maghrébins. Je vis au Maghreb, je suis comme un coq en pâte au Maghreb, je vis très bien ici, avec ma femme qui n'est pas maghrébine, mais on vit très bien tous les deux. On n'a aucun problème, aucun souci avec les Maghrébins et les musulmans. Et il faut absolument appeler un chat un chat. En France, il y a des gros problèmes avec les personnes qui sont issues du Maghreb et aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., et qui sont tombés dans cette idéologie-là. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Voilà, c'est fini, c'était ma petite dernière parenthèse. Fab opportunité. Crois-tu que les gilets jaunes ne veulent ou ne savent pas avoir une vie meilleure? Ne savent pas avoir une vie meilleure? Rien que pour le SMIC, il faudrait 3 à 4 000 euros et non pas 150 euros par mois. C'est ridicule, bien sûr. Oh, je dirais pas 3 000 euros, mais il faudrait au moins 2 000 euros le SMIC, c'est le minimum. Je pense qu'en France, avec 2 000 euros, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. C'est pas possible. Je vois pas comment tu peux t'en sortir en France vu le prix des loyers, le prix de la bouffe, le prix des taxes, le prix de l'essence, le prix de tout. Je ne vois pas comment tu peux faire. Et attention, je parle de 2 000 euros pour une personne seule. Vu la fiscalité, vu les impôts que tu payes, je ne comprends pas comment on peut encore gagner moins de 2 000 euros en France. Pour moi, c'est incompréhensible. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent pas 2 000 euros. Il y en a beaucoup qui sont à moins de 1 500. Et il y en a même qui ont moins de 1 000 euros. Pour moi, c'est plus qu'incompréhensible, c'est vous vous faites voler. Voilà, vous vous faites arnaquer. Dans un pays riche comme la France, c'est de l'arnaque. Tous ceux qui sont en dessous de 1 500 euros de revenus se font arnaquer. La France a suffisamment d'argent pour pouvoir générer un SMIC à 2 000 euros pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est du foutage de gueule. Vous vous faites voler. Voilà moi ce que je pense. Hein. N'importe quel Français devrait avoir 2 000 euros, c'est le minimum. Renseignez-vous sur ce que les Suisses gagnent, sur les salaires suisses qui sont juste à côté, nos voisins, et vous allez voir. Parce qu'ils ont des loyers extrêmement élevés, les Suisses. Ils ont des loyers à 2 000 euros. 1 500, 1 800 euros, c'est monnaie courante en Suisse, un loyer de ce prix-là. C'est un pays où vous gagnez 4 000, 5 000, 6 000 euros fréquemment. Hein? Renseignez-vous sur les salaires suisses. Et pourtant, vous êtes obligé de payer une sécurité sociale qui vous coûte un bras. C'est 1 500 euros par an. Non, c'est plus que ça. Je crois que c'est 1 500 euros par mois, la sécu en Suisse. C'est un truc de fou. De fou ce que ça coûte. Alors, si vous n'avez pas un salaire qui va avec, vous vivez comme un pauvre en Suisse. Or, en Suisse, il n'y a pas de pauvres. Parce qu'ils ont tous des salaires qui vont avec le reste.
Alors, Antocaris du Tarn, que pensez-vous de Jacqueline Moreau? Apparemment, elle serait une infiltrée du système. Oui, il faut regarder la vidéo de Greg Tabibian, la chaîne Je suis pas content. Je crois que c'est sa dernière vidéo qui date de plusieurs jours. Il en a fait au moins 5 minutes sur Jacqueline Moreau. Hein. Il est allé chercher d'où elle vient. Elle avait déjà fait des émissions télé. C'est quelqu'un qui est totalement dans l'entourloupe. Hein. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Regardez la vidéo de Je suis pas content de Greg Tabibian, vous allez comprendre. Alors, j'avance un petit peu, hein, parce que là, on se retrouve finalement, voilà, on est déjà 400 personnes. Alors, mettez un Q majuscule devant vos questions, s'il vous plaît. Steph Mab, pourquoi les députés de l'opposition ne demandent-ils pas la destitution de Macron comme leur a proposé Asselineau? Parce que ils sont tous dans le même bateau, ils sont tous les mêmes maîtres financiers derrière leur cul. Parce que tous les hommes politiques aujourd'hui, quel que soit le mouvement et quel que soit le parti auquel ils appartiennent, sont financés par les mêmes personnes que celles qui ont mis Macron au pouvoir, sauf exception, parce que Macron a été majoritairement mis au pouvoir par Drahi, l'Israélien qui tient BFM TV. Je le sais de sources sûres et j'ai eu la confirmation ce soir. Drahi qui fait partie des réseaux de Attali. Je vous laisse réfléchir à ça. Et comme je vous l'ai dit, Drahi a envie de lâcher Macron, parce que Macron n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas tenu ses promesses envers Drahi. Voilà. Donc, pour ce qui concerne tous les autres députés et tous les gens qui sont à l'Assemblée, là, ils sont tous dans des partis qui sont financés plus ou moins par la clique à Rothschild et par les milliardaires, les Bolloré et tout ça, et donc ils peuvent pas. Ils sont tenus par les couilles, c'est tout. Ils sont tous dans le même bateau, c'est tous des enfoirés. Tout à l'heure, on m'a posé la question, on m'a dit par qui il faudrait le remplacer. Je vous ai dit, on ne peut pas. Il n'y a personne pour le remplacer. Il n'y a pas une personne intègre dans le milieu politique en France aujourd'hui. Pas une personne intègre. Si, Jean-Marie Le Pen, peut-être. Et encore. Mais Jean-Marie Le Pen, il va mourir. Je pense qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Voilà. Mais il n'y a pas de personne intègre en politique en France. Allez, les petits, qui voulaient mettre qui? Asselineau. Même l'arnaque Asselineau a été démontrée. Donc... Allez, j'avance. Les gilets jaunes ne voient pas qu'on tourne en rond et qu'en face, ils sont tous complices et corrompus, donc se tendent la main. Les gilets jaunes sont loin, loin, loin. Pas si loin que ça. Ils comprennent, je veux dire, au fur et à mesure qu'ils avancent, au fur et à mesure qu'ils en prennent plein la gueule, ils comprennent des choses. Ils changent leurs revendications aussi. Au début, c'était... rappelez-vous, au tout début du mouvement, c'était on veut la baisse du coût de l'énergie, la baisse du coût du pétrole... Et puis, on est arrivé maintenant à des revendications qui sont le RIC, le Frexit, l'abolition de la loi 73, c'est plus pareil, c'est plus la même histoire. C'est des revendications qui ont fait dire à Macron qu'on avait affaire à une clique qui voulait la destruction de la République, ce qui est tout à fait juste. Hein. Ils veulent la destruction de la Ve République, les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc non, ils apprennent sur le tas et ils apprennent très vite. Donc, pour l'instant, non. Je pense qu'ils tournent en rond en voulant bloquer les routes et les ronds-points. Là, je pense que c'est une erreur cruciale et je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. J'ai déjà expliqué 150 fois. Pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Bon. Nicolas Lemoin. Que penses-tu? Penses-tu que le système va inévitablement s'effondrer pour cette année? Merci à toi. Alors, c'est gentil, merci pour tes compliments. Est-ce que je pense que le système va inévitablement s'effondrer cette année? Le système, non. Le système ne va pas s'effondrer. Je ne vois pas comment le système pourrait s'effondrer. Non, le système ne s'effondrera pas. Il faut, pour que le système s'effondre, il faudrait que tous les peuples du monde entier, allez, on va dire au moins que les peuples occidentaux, c'est-à-dire États-Unis, Europe réunis, par exemple, décident du jour au lendemain de faire la révolution, de dégager tous les gouvernements, et décide de supprimer du jour au lendemain toutes les banques du monde. C'est-à-dire d'arrêter de se servir de l'argent. Et à ce moment-là, le système s'écroule. Mais là, c'est pas possible ce que je vous dis là, c'est une utopie totale. Comment voulez-vous d'un coup les gens se réveillent en disant tiens, on va dégager nos gouvernants, puis on va arrêter avec l'argent. On vivra autrement. On n'a plus besoin de l'argent, on va décider de s'en passer. Le jour où les gens font ça, c'est sûr, le système s'écroule. Mais les gens vont pas avoir envie de vivre
comme des Cro-Magnons, comme ça. C'est utopique ce que je viens de vous dire. Donc, le système bancaire, parce que quand on parle du système, c'est avant toute chose un système bancaire. Vous avez compris. Vous avez compris que ce système ne tient que par la dette et par l'usure et par la bulle de la dette. Hein. Et donc, cette bulle, elle est créée par qui? Par ceux qui tiennent la Fed et c'est les familles, les 13 familles. Donc, ce système, c'est 13 familles qui ont créé un système bancaire, qui est un système à 90% virtuel. Comment voulez-vous que ce système s'écroule? Si on écroule le système, tout le monde s'écroule, tout le monde se retrouve à poil dans la rue. Je ne sais pas, la solution, elle est chaude. Hein. C'est qu'il va falloir y réfléchir sérieusement, se mettre à table. Ce qu'il faudrait, c'est commencer par leur enlever du pouvoir, par supprimer la possibilité de faire de l'usure, c'est-à-dire de créer des intérêts. Ça, il faudrait leur supprimer. Il faudrait voter, que les peuples obligent nos dirigeants à voter des lois qui interdisent systématiquement le prêt à intérêt. On leur coupe l'herbe sous le pied, on leur donne de moins en moins d'influence. Deuxièmement, voter des lois pour que les partis politiques et les représentants politiciens aient strictement zéro droit de se faire financer par des prêteurs privés, ni par des banques. C'est-à-dire, on ne doit plus. Il faut créer une loi de laïcité entre la politique et la banque, comme on a fait en 1905 entre la religion et la politique. Eh bien, il faudrait faire la même chose entre la politique et la banque. Tertio, il faut faire la même chose entre la politique et les réseaux maçonniques, s'entend. Tout ce que les Italiens sont en train d'essayer de faire, ils ont compris. Et là, petit à petit, on enlèverait de l'influence aux finances, aux familles, aux banques. Petit à petit, on redonnerait de l'autonomie aux politiques. Idem pour les médias, il faudrait qu'ils soient totalement autonomes et financés par les impôts et par les redevances à ce moment-là. Hein. Donc, avec les publicitaires, voilà, ils peuvent se payer avec les publicitaires. Mais terminer l'ingérence des milliardaires dans les affaires de l'information télévisée, etc. Voilà, tout ça, ça devrait être des lois qui devraient faire partie de la nouvelle Constitution et de la 6e République, si un jour elle devait avoir lieu. Mais sans ça, s'il n'y a pas tout ce que je suis en train de vous dire, là, et là il faudrait en parler, d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, jamais le système ne s'écroulera, jamais. Vous pouvez dézinguer le gouvernement Trump, Macron et qui vous voulez, mais ça ne changera strictement rien. Rien. Donc non, le système ne s'écroulera absolument pas cette année, certainement pas. Ils ont au moins 5-6 coups d'avance et ils pourront faire ce qu'ils veulent, même si demain ils décident de supprimer l'argent cash, ils ont tout prévu déjà pour qu'on puisse payer avec une monnaie virtuelle, électronique, ne vous inquiétez pas, et ils continueront à nous passer des intérêts et à s'en foutre plein les foules encore plus facilement. Erza 1919. Si le gouvernement tombe, est-ce qu'il se pourrait que ça revienne à l'ancien régime, c'est-à-dire le rétablissement de la monarchie constitutionnelle avec une démocratie participative? Encore une fois, tout est possible, mais j'y crois pas. Hein. Bien sûr que c'est possible. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas, mais et je ne l'espère pas, honnêtement. J'espère qu'il n'y aura plus jamais de monarchie en France. J'espère qu'on n'a plus besoin d'avoir un monarque. Voilà, surtout c'est ça. Maintenant, comme je viens de l'expliquer, tu peux mettre un monarque ou tu peux mettre n'importe qui. Si c'est la finance qui dirige, c'est la finance, le monarque. C'est tout. Donc non, je pense à ta question, je répondrai non. Et j'ai envie de répondre, tout dépend encore une fois du degré d'éveil des gens. J'ai toujours dit, sans réveil, il ne peut y avoir aucun changement. En ce moment, on se réveille. Donc, si demain matin, les gilets jaunes, au lieu d'être 800 000 ou 300 000 ou 2 millions, ils sont 10, 20 millions en France, ça change beaucoup de choses. Et mon discours changera aussi. Grain de sable, pourquoi si peu de gens issus de l'immigration chez les gilets jaunes? Eh bien, c'est une question que je me suis posée. J'ai entendu un franco-maghrébin musulman dire que c'était haram dans la religion musulmane de manifester, que c'était pas autorisé dans l'islam. Ceci explique peut-être cela. Il y a aussi pas mal d'immigrés qui peut-être estiment qu'ils sont très bien en France et qu'ils ont de la chance d'y être et qu'ils n'ont pas d'intérêt ni de raison d'aller manifester, qui trouvent que leur situation est plutôt correcte et même enviable parce qu'ils savent que dans leur pays d'origine, c'est beaucoup plus dur. Il y a ça aussi. Peut-être aussi qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des gens issus de l'immigration qui touchent énormément de prestations sociales et qui n'ont pas du tout envie d'aller se plaindre et de se faire enlever ce qu'ils ont. Il y a peut-être de ça, un peu de tout ça.
Et puis, il y a tous les petits racailles qui n'ont pas envie de descendre parce qu'ils savent que là, cette fois, ils ne sont pas en majorité et qu'ils vont se faire exploser la gueule aussi. Pas tellement de courage. Quand ils sont à 20 contre 1, ils ont du courage, mais quand ils sont à 1 contre 20, ils en ont beaucoup moins. Il y a ça aussi, peut-être. Hein, c'est un début d'explication. Puis peut-être qu'ils ne se sentent pas très solidaires des revendications de la France blanche de souche aussi, peut-être. Je pense qu'ils devraient, ils devraient être solidaires. Permaculteur anarchiste, serait-il possible que c'est l'armée du Mossad sous l'uniforme français? Ouais, je pense que tout est possible. Je ne serais pas du tout étonné que parmi les forces masquées, là, avec le brassard police, qui ont tiré au flashball dans la tête des gens, je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait du Mossad là-dessous et des branches du Mossad ou de la police israélienne qui seraient venues prêter main forte. Je tiens quand même à rappeler que Benalla est un agent du Mossad. Hein. Aujourd'hui, c'est plus un secret, ça y est. Il y a 6 mois, quand il y a eu l'affaire Benalla, je vous l'ai dit. C'est très certainement un agent israélien parce qu'il a des méthodes de barbouze israélienne. On m'a dit, ouais, c'est antisémite, tu vois, ben voilà. Voilà ce que c'est que d'avoir du pif et du ressenti aussi. Hein. Je vous l'avais dit. Alors, je suis pas en train de me vanter à chaque fois que je dis un truc qui s'avère juste. Ah, je vous l'avais dit, il avait raison. Non. Mais c'est vrai que je l'avais quand même dit. Hein. Max Rokatansky. C'est logique que les Gilets jaunes parlent peu du pacte de Marrakech. Déjà, les médias les censurent sur ce sujet et il y a encore trop de gauchistes, de trotskistes, etc. chez les Gilets jaunes. Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gauchistes et de trotskistes chez les Gilets jaunes. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la France Gilets jaunes soit la France bobo gaucho ou gauchiste. Et encore moins antifa. Je ne crois pas, non. Non. Je crois que c'est plutôt une France centre, plutôt droite même, j'ai envie de dire, centre-droite. Et non. Mais comme tu l'as très bien expliqué dans ta question, ils sont censurés sur ce sujet, donc ils ne peuvent pas aborder le sujet. Le sujet de l'immigration en France est un sujet tabou, ce qui prouve qu'il y a une véritable volonté, bien entendu, de remplacement du peuple de France et de faire une surimmigration qui s'accompagne d'une islamisation. Pour répondre encore une fois à Mohamed Ben Ferra, qui ne me croit pas, bien entendu que tout ceci est quand même assez évident à voir. Mac Laoui. Comment peut-on se débarrasser du vote électronique, machine à voter? Je ne sais pas. Tu me poses une question, c'est pas de ma juridiction, ça je ne sais pas, je sais pas te dire. Je ne peux pas te répondre. Anthony Mathiez. Est-ce vrai que la Chine se prépare à la guerre? Non, elle ne déclare pas la guerre. Elle a dit, je vais vous dire exactement, je l'ai sous le pif. Le président chinois Xi Jinping ordonne à son armée d'être prête à la guerre. Vous voulez que je vous lise l'article? Je vais vous le lire. Sur fond de conflit avec Taïwan, d'accord, donc c'est une guerre contre Taïwan, qui refuse de reconnaître l'unité de principe de l'île et du continent, le président chinois a demandé à l'armée de renforcer sa capacité à faire face aux imprévus et d'être prête à la guerre. Il a adressé un message sans équivoque aux forces armées de son pays. La préparation à la guerre et au combat doit être approfondie pour assurer une réponse efficace en cas d'urgence, a-t-il dit. Donc il s'agit d'une guerre contre Taïwan. Pas lieu de s'inquiéter en ce qui nous concerne. Sur un petit pays, histoire de montrer que ça y est, ils sont au point, au cas où ça devait partir plus large que ça. Pourquoi ils s'attendent à une guerre? Parce que je vous ai expliqué que la Russie et la Chine ne font plus leurs transactions en dollars maintenant, et qu'ils ont fait une réserve d'or considérable pour fonder une nouvelle monnaie. Hein, donc ils s'attendent à une attaque tôt ou tard des États-Unis, des États-Unis ou d'autres. Voilà, donc ils se préparent tous en ce moment, ils savent qu'on est dans des temps bibliques, ils le savent très bien. Hein. Continuons. Le bond divergent, coucou. Penses-tu que des entités tirent les ficelles au-dessus du haut de la pyramide? Ah, ça c'est une question à 100 francs. Ah oui, parce que le franc est quand même très difficile à trouver, donc il coûte plus cher aujourd'hui que l'euro. Des entités, c'est trop vague ça comme question. Tire les ficelles au-dessus du haut de la pyramide, bien sûr. Bien sûr qu'il y a du monde au-dessus du haut de la pyramide. Oui. Ma réponse est oui. Permaculteur anarchiste, tu penses pas que la Russie va envoyer chier l'OTAN? Pas folle la guêpe, Poutine, il voit bien que les peuples se lèvent. Est-ce que ça aide? Alors, Poutine n'est pas du genre à envoyer chier comme ça, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement
intelligent, stratège et diplomate, mais sur les menaces de l'OTAN envers la Russie pour se mettre en conformité avec le traité FNI, parce que l'OTAN a quand même leur dit la Russie a une dernière chance. Ça va les chevilles, quoi. Hein, bon. Moscou avait quand même déclaré à plusieurs reprises qu'il tenait les engagements pris dans le cadre du traité, hein, et qu'il avait des questions à poser à Washington, parce que apparemment c'est pas le cas au niveau de Washington. Donc visiblement, ils sont en train d'emmerder les Russes sur un dossier sur lequel ils sont plutôt en règle par rapport aux États-Unis qui le sont moins, et je ne citerai pas Israël. Monsieur Soleil, si guerre mondiale il y a, qui va tirer les marrons du feu? Israël. Wadji, la France a-t-elle un mauvais karma? Après avoir exterminé les Amérindiens, réduit en esclavage les Africains, le colonialisme et le néocolonialisme, la France est-elle punie par le Tout-Puissant? La France est surtout punie actuellement d'avoir envoyé, nous dit-on, 10 000 juifs à l'Holocauste sous l'occupation allemande, et elle paye aujourd'hui cette infamie qui est vue comme un acte irrécupérable et impardonnable par Israël. Et oui, ce sont eux qui tiennent la France aujourd'hui. Et s'il y a un mauvais karma aujourd'hui sur la France, c'est un mauvais karma qui nous vient d'Israël. Enfin, qui nous est imposé, en tout cas, par Israël. Je ne pense pas, évidemment, certes, la France va subir aussi la monnaie de sa pièce, d'avoir colonisé des pays africains. Évidemment, c'est normal qu'il y ait énormément d'Africains en France, c'est logique. Hein. L'Angleterre avait aussi colonisé les Indes, ils ont beaucoup de Pakistanais et d'Hindous en Angleterre. C'est la même chose, c'est normal. Hein. Quand on va aller emmerder les gens, c'est normal de les retrouver chez soi. Hein. Ils n'ont pas tellement participé au génocide amérindien, les Français. Alors certes, ils y ont participé au niveau du Canada, de l'Amérique du Nord, c'est vrai, mais le plus gros du génocide amérindien, c'est surtout les Anglais. Hein. Surtout les Anglais. Hein. Et les Espagnols, ce qui concerne l'Amérique centrale. Hein. Donc il ne faut pas trop tout foutre sur la gueule des Français. Ils sont plutôt assez respectés en général en tant qu'envahisseurs ou colonisateurs. Le Français est plutôt assez respectueux quand même du colonisé. Ce qui n'est pas le cas des Anglais qui sont de véritables crevures sanguinaires. Hein. Alors au niveau karma, je pense que l'Angleterre a un karma bien plus lourd que la France. Muller Patrick, un homme de 57 ans, bénévole, Resto du Cœur et autres associations humanitaires, a reçu 28 coups de couteau par un immigré africain de 23 ans qui l'hébergeait chez lui. J'ai vu ça. Quelle tristesse. Bah c'est triste, c'est extrêmement triste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ceci dit, ce qui est triste, et là, je vais essayer de vous me demander de faire des vidéos spirituelles, je vais vous demander d'élever un peu votre point de vue. C'est surtout triste, primo, pour l'Africain de 23 ans en question qui vient de se mettre sur le dos un karma qui va devoir payer très lourdement tôt ou tard. C'est très triste pour la famille de la personne qui a été tuée, c'est très triste pour toutes les personnes qui appréciaient ce monsieur de 57 ans. Maintenant, pour cette personne en lui-même décédée de ses coups de couteau, c'est triste pour lui dans la mesure où il a voulu faire que le bien et qu'il a été récompensé par de la violence, mais n'oubliez pas que c'est un homme qui a été libéré des entraves matérielles, puisqu'il maintenant, il a cette possibilité de pouvoir regagner les cieux plus rapidement et regagner sa véritable demeure. N'oubliez pas que la mort n'est pas une punition. Si vous voulez être spirituel, ne voyez pas la mort comme une punition. Hein? N'oubliez pas que nous ne sommes que de passage, que vous, moi, demain matin, on peut très bien ne plus être là. L'un d'entre nous, ce soir, pourrait très bien, demain matin, ne plus être là. Pourrait faire un AVC dans la nuit, un arrêt cardiaque, n'importe quoi. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas notre véritable existence et notre vrai corps dans lequel nous sommes. N'oubliez pas que nous sommes dans un véhicule. Hein. Nous sommes des consciences qui sont bien au-delà de ça et qui vivent dans d'autres plans dimensionnels. Hein. Donc, la mort n'est pas une punition. Ce qui est triste, ce sont les actes de violence. Briser la vie de quelqu'un est quelque chose de très grave. Et donc, c'est très triste pour cet Africain de 23 ans qui va devoir en subir les conséquences un jour. C'est terrible. Et pour les proches,
de ce monsieur de 57 ans qui était très probablement très apprécié et dont la perte, en fait, a dû faire beaucoup de malheureux. Et ça, c'est triste pour les gens qui restent, bien sûr. J'avance. Parce que là, vous êtes à 11h37 au niveau des questions, et moi, il est quand même minuit 11. Ça veut dire que j'ai plus de 20 minutes de retard. Donc, je me grouille. Je vais même être obligé de passer pas mal de vos questions si vous voulez. Hein? Excusez-moi. Donc, si je n'ai pas répondu à vos questions, s'il vous plaît, reposez-les. Je vais descendre jusqu'en bas pour essayer d'être à jour par rapport à vos questions et de répondre plus rapidement. Q majuscule. Permaculteur. Non, Chariane. Les gens de l'immigration ne bougent pas parce qu'ils sont déjà méprisés, alors même s'ils sont en accord avec les gilets jaunes. Ils se font petits, comme ils l'ont toujours fait, c'est dommage, mais c'est compréhensible. C'est pas vrai ce que tu dis, Chariane. Il y a pas mal de gens de l'immigration qui ont rejoint les gilets jaunes à Paris la première fois, et ils n'ont pas du tout été ridiculisés, ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas été méprisés, au contraire. Donc je suis pas du tout d'accord avec toi. Et quand quelqu'un se comporte bien dans une société, même qu'il soit jaune, arabe, qu'il soit noir, marron, n'importe quelle couleur, il est respecté et il n'est pas méprisé. Permaculteur anarchiste. Ne penses-tu pas que des attentats vont avoir lieu, mais contre le gouvernement? Alors ça, j'y crois absolument pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des bruits qui courent en ce moment, comme quoi l'OTAN préparerait de grandes vagues d'attentats. Hein. Donc, contre le gouvernement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. Lopez Le Pur. Pourquoi un mec de gauche ne serait pas gilet jaune? Pourquoi tirer sur les gens qui ont cru au socialisme? Oula, alors attends. J'ai jamais dit ça personnellement. J'ai jamais dit qu'un mec de gauche ne pourrait pas être gilet jaune. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ont dit que parmi les gilets jaunes, c'était pas la majorité, loin de là. Deuxièmement, j'ai pas tiré sur les gens qui ont cru au socialisme, moi. Et puis, il y a socialisme et gauchisme. Le socialisme était un idéal respectable. Le gauchisme, à la Mélenchon et à l'Antifa, est quelque chose de détestable. Clairement détestable. Rien à voir avec le socialisme. Arrête de dire des conneries. Simon Hamar, il dit « Le Maroc est sous domination française, tout est français, les plaques de signalisation, le code pénal, le système bancaire, la politique policière, tout est sous contrôle du colon. » D'abord, primo, sache une chose, le Maroc n'a jamais été colonisé. Il était sous protectorat français. C'est pas la même chose. C'est pas une colonisation, un protectorat. C'est une protection. D'accord ? Donc, il n'y a pas de colon français au Maroc. D'accord ? Ça n'existe pas. Deuxièmement, oui, c'est le droit napoléonien qui prévaut au Maroc, mais c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait le droit napoléonien, c'est bien. Même le code, comme tu dis, pour apprendre à conduire, etc., c'est très bien. Hein, parce qu'on conduit très bien quand même en France, et je veux dire, le code napoléonien est très bon, hein, si on le détourne pas. Donc, il n'y a pas que de la merde à prendre de la France, hein, il y a des bonnes choses à prendre. En ce qui concerne la politique policière, elle est peut-être française à la base, mais ils sont bien meilleurs policiers qu'en France, croyez-moi. Le système bancaire, non, c'est pas un système bancaire français, ils ont un système bancaire qui est autonome. Donc, tu dis des conneries. Hein. Et le roi, surtout, a énormément de pouvoir, hein, ce qui n'est pas le cas de Macron. Donc, rien à voir. Donc, il ne faut pas dire des bêtises. Hein. Et là, tu continues à m'énerver parce que tu es en train de m'attaquer personnellement et ça ne me plaît pas, Simon. Hein qui me dit « Vous ne serez pas vous-même un signe de plus de la francisation du Maroc et pourquoi vous ne vivez pas à la marocaine ?» Alors d'abord, sache que d'abord, primo, je fais ce que je veux. Faut que tu comprennes bien ça. D'accord ? Deuxièmement, c'est pas parce que je vis demain matin en Thaïlande que je vais vivre à la thaïlandaise. Je suis français. Je suis de culture française. C'est dans mes veines, dans mes racines. Hein. Quand les Marocains viennent vivre en France, ils vivent à la marocaine. Ils continuent à manger du couscous, de la tagine, à faire du thé. Hein, c'est leurs racines. Donc, tu vas pas m'emmerder, mes racines. Deuxièmement, ma femme n'est pas française, elle parle arabe couramment. Moi, je parle quelques mots, mais comme il parle français, je fais pas l'effort, c'est vrai, d'apprendre l'arabe. Mais je ne suis pas un exemple de francisation du Maroc, loin de là. Je respecte toutes les us et coutumes marocains sans discuter. Je ne suis absolument pas un colon au Maroc. Alors, s'il te plaît,
tu arrêtes immédiatement des attaques perso, car la prochaine fois, tu seras banni du... Je te le dis. Ok. Allez, j'avance. Michel Boulet, est-ce que tu mélanges plusieurs philosophies ensemble pour en faire ton interprétation personnelle? Tiens, c'est marrant de dire ça. Non, pourquoi? J'ai pas cette impression-là, non, non, non. Non, non, non. Peut-être qu'il y a à la base une philosophie commune, pour ne pas dire une religion commune, ou une religion de base sur laquelle, ou en tout cas un enseignement de base sur lequel se sont bâties toutes les religions et les philosophies du monde, et que donc à la base on retrouve cet enseignement primordial. Moi, disons que c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je suis une lignée qui est pour moi un enseignement primordial. Voilà. Question de Worm. Salut, que penses-tu du Conseil national de transition? J'en pense rien. J'ai déjà dit, on a déjà parlé d'Éric Fiorile, tout ça. Rien. Rien du tout. Bah, je pense que c'est une bonne volonté à la base. Donc, oui, ça mérite à être approfondi, à être soutenu, je pense. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Mac, là oui. Combien de temps peut-on tenir à manifester tous les samedis? Bah, c'est ça le souci, quoi. C'est qu'une manifestation, normalement, c'est pas tous les samedis, quoi. C'est tout le temps. Ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis après, on a ce qu'on veut, et puis stop. Là, tous les samedis, ça peut durer quand même éternellement, et puis surtout, à chaque fois, en face, ils s'arment, ils s'organisent, ils vous attendent, et puis bah, vous perdez la partie systématiquement. Donc, ça n'est pas une bonne stratégie, et je pense qu'il faut arrêter ça. Je pense que c'est pas la bonne stratégie. Bon. Je dis ça, ce n'est que mon avis. Clo-Clo Vivis. Tu dis que c'est Israël qui tirera les marrons du feu en cas de guerre mondiale, mais si les Européens ne rentrent pas en guerre, c'est leur fin aussi avec cette purée d'immigration qui n'en finit jamais. Ah bah oui, si les Européens ne rentrent pas en guerre, oui, c'est sûr. Mais vous savez ce que je pense, moi? Je pense que c'est Israël qui finira par être détruit. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que ce qui est écrit dans leur Talmud et ce qu'ils s'imaginent comme une fin inéluctable se retournera contre eux. Je pense que la haine qu'ils mettent, qu'ils sèment partout, et la discorde qu'ils sèment partout pour que Édom c'est le monde chrétien, et l'islam, c'est-à-dire Ismaël, s'affrontent, cette haine et cette énergie qu'ils mettent à arriver à cet affrontement horizontal entre ces deux mondes, c'est eux qui vont le prendre sur la gueule. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Je ne peux pas considérer que des gens intelligents comme les Israéliens, car ils sont très intelligents, plus intelligents que la moyenne des goïs et des goïms, des gens intelligents et conscients de ce qu'ils font, peuvent continuer à œuvrer de manière machiavélique sans se prendre un karma rapide et puissant sur la gueule. Moi, je pense qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe dans leur propre pays, qu'ils ont tant voulu. C'est ce que je crois. Voilà. Maintenant, effectivement, s'ils arrivent à faire rentrer en guerre l'OTAN, les États-Unis, la Russie, la Chine, à se faire affronter tous ces pays-là, c'est sûr qu'eux, ils vont rester sur le banc de touche, et puis quand tout le monde sera mort, ils auront plus qu'à dire ah, merci, c'est à nous maintenant. C'est sûr. Sauf que moi, je ne vois pas les choses comme ça du tout. Je pense que ça n'arrivera pas. Et je pense que c'est eux qui vont se prendre quelque chose de copieux sur la tronche à un moment donné. Voilà. Que penses-tu de Michel Dezeille? Très bien, Michel Dezeille. Sébastien Martin. La question a peut-être été posée, mais une monarchie comme au temps de Louis XVI serait peut-être un moindre mal, contrairement à la République. Bah écoute, il faudrait peser le pour et le contre de comment c'était avant, hein, sous Louis XVI. Je pense pas tu penses pas que les gens seraient prêts à accepter ça. Et je pense pas que les gens seraient prêts à accepter un ordre d'un coup de nouveau catholique avec la puissance des prêtres, etc., des curés, la toute-puissance qu'ils avaient sur les gens. Personne n'accepterait plus ça aujourd'hui. Plus jamais. Car qui dit monarchie dit retour au catholicisme et donc à l'influence religieuse en nous. C'est impossible. Que pensez-vous des Vénusiens d'Adamski et de Peter Knight? Eh bien, moi, je sais qu'ils existent, les Vénusiens.
Merci Abdou Boukada, merci pour tes bons mots. Jack Daniel, as-tu un ressenti sur l'aboutissement des Gilets jaunes? Je pense que ça va continuer. Je pense que ça va se radicaliser. Je pense que ça va devenir violent. Je pense que Macron sera obligé de partir dans l'année. Bon. Ou alors qu'il y aura une grosse, manipulation, remaniement ministériel, Assemblée nationale, tout ça. Ils vont essayer de noyer le poisson. Ils vont essayer de donner des os à ronger aux Gilets jaunes pour qu'ils se calment. C'est difficile de voir clair dans ce qui va se passer là, c'est dur. Permaculteur anarchiste me demande pourquoi tant de haine chez les sionistes, pourquoi depuis 40 ans ils massacrent les Palestiniens innocents, pourquoi ils ne se fatiguent pas. C'est simple, d'abord c'est pas depuis 40 ans, c'est depuis beaucoup plus que ça. Deuxio, parce qu'ils imposent un idéal talmudique et messianique. Hein, parce que, comme je l'ai toujours dit, autant la religion ne fait plus partie de l'horizon politique et décisionnel français, autant en Israël et chez les sionistes, la religion, elle est omniprésente, le messianisme est omniprésent. Ils travaillent, ils œuvrent pour l'arrivée du Messie, ou le retour en tout cas du Messie, enfin on va dire l'arrivée du Messie, car pour eux le Messie n'a jamais été reconnu, hein, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Donc, ils œuvrent pour l'arrivée du Messie, pour qu'ils aient la toute-puissance et tout le contrôle, non seulement des peuples qu'ils appellent les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, mais du monde. Ils œuvrent pour ça. Ils sont persuadés que s'ils font tout ce qu'il faut, leur Mashiach, c'est-à-dire leur Messie, va venir leur donner la toute-puissance. Voilà pourquoi ils ne se fatiguent pas. Parce que pour l'instant, toutes les conditions pour l'arrivée du Mashiach ne sont pas encore réunies. Et dans ces conditions, alors je ne les connais pas toutes, je sais qu'il faut que tous les Juifs soient revenus en terre d'Israël. Il faut que le troisième temple soit construit. Il faut qu'il n'y ait plus une seule menace islamique, musulmane ou chrétienne aux alentours. C'est pour ça qu'ils ont dézingué tous les pays musulmans autour. Il ne faut plus qu'il y ait sur le territoire israélien de chrétiens et de musulmans. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Voilà, donc on en est là. Voilà pourquoi ils œuvrent et voilà pourquoi ils mettent autant d'énergie à parquer dans un ghetto ces pauvres Palestiniens qui se sont encore fait tirer sur la gueule encore aujourd'hui. Eh oui, on en est là. Lopez le pur, en quoi Asselineau est-il à éviter? Alors, bon, moi vous faites comme vous voulez avec Asselineau. Il dit des choses très bien, il dénonce des choses très bien, seulement, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Quelque chose qui sonne faux chez ce monsieur, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Regardez comment ça se passe. Il a reçu le fils Einthoven, hein, le fils Carabroni, le jeune gigantorapteur. Il pactise Asselineau. Il n'a jamais dénoncé une seule fois l'emprise du sionisme en France. Jamais. Donc, excusez-moi, mais c'est sujet à caution. Quoi. Voilà. C'est comme Zemmour, Zemmour, il ne peut pas dénoncer le sionisme, il en est un. Mais il n'y a pas que lui, hein. Marine Le Pen aussi. Maintenant, ça y est, c'est fini tout ça. Mélenchon encore, lui, il dénonce la puissance du CRIF en France, mais il dénonce pas la mainmise du sionisme sur la France. C'est tout. Il n'y en a aucun qui ouvre sa gueule, ni Dupont-Aignan, ni Philippot, il n'y en a aucun. Les seuls qui ouvrent leur gueule sur l'emprise du sionisme en France, c'est des gens qui ne peuvent pas faire de politique, c'est-à-dire Soral, tous ces gens qui sont mis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais Soral est quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, qui n'a même pas le droit, pour ses associations Égalité et Réconciliation, à avoir de compte en banque. Il n'a plus de compte PayPal, il n'a pas le droit d'assurer ses véhicules. C'est incroyable, ils ont fait de lui un paria, ils ont fait de lui un clochard. Et je pense que c'est totalement illégal, car avoir un compte en banque et pouvoir assurer sa voiture, ce sont des droits constitutionnels. Je pense que s'il saisit le Conseil d'État, il doit pouvoir avoir raison sur ça. Hein, mais ils en ont fait une bête de foire. Hein. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est pas le gouvernement français qui a fait de Soral une bête de foire. C'est les sionistes, c'est le CRIF, hein, avec la complicité des gouvernements français, bien sûr. Et c'est totalement illégal, totalement illégal. On n'a pas le droit d'avoir un concitoyen français mis hors d'état de nuire et dans l'incapacité de pouvoir avoir des revenus, de travailler, d'avoir un compte en banque. C'est strictement hallucinant.
Mais vous vous rendez compte? Mais c'est hallucinant. Mais cet homme devrait être soutenu. Rien que pour ça. C'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'en France, des choses comme ça existent. C'est normal en Chine, c'est normal en Corée du Nord. Ça n'est pas normal en France. Marco Linux me dit, je vais au dodo. Je te remercie beaucoup pour la modération. Je sens que je vais avoir du travail. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Marco. Bonne nuit. Bon, de toute façon, on va pas tarder à arrêter le live. Hein. Je pense que ça fait... on est sur 1h21 de live, on va à 1h30. Ok? Allez, encore 9 minutes. Essayez de poser des questions sympas, comme ça je peux répondre, avoir des réponses sympas. Max Rokatansky. Ah, c'est pas pour moi la question. Alors, là, pas de question. Véronique Girin. Hollande a bien dit qu'il fallait être franc-maçon pour être en politique. Donc Asselineau aussi, bien sûr. Évidemment. Worm, as-tu fait des recherches sur l'aéroport de Denver et si oui, que penses-tu de cette énorme logistique bien supérieure à un aéroport standard ainsi que ses fresques très étranges? Bien entendu, j'ai fait des recherches sur Denver et il y a aussi des sous-sols de l'aéroport de Denver qui ne sont pas piqués des hannetons. Ben, j'en pense que ça doit très probablement être un centre stratégique. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des choses souterraines qui s'y passent. Et oui, c'est un lieu qui nous en dit beaucoup sur la volonté de certaines personnes qui veulent un certain type de nouvel ordre mondial. Voilà. Anto Caris du Tarn, vous avez les preuves de l'interdiction bancaire de Soral. C'est lui qui l'a dit lui-même dans un interview récent. Donc je pense que la preuve, elle n'a pas besoin d'être faite quand même. Je pense qu'il dit la vérité, ce brave homme. Il n'y a pas de raison qu'il mente. Hein. C'est pas le genre hein, à mentir, hein, Soral. Hein. Pas tellement de genre. Hein. Non, mais qu'il t'agace ou pas, c'est une chose. Qu'il ait trop d'ego ou pas, c'est autre chose. Mais qu'il, tu sais, quand tu es comme ça, comment dire, diabolisé et massacré par un système complet, un gouvernement entier, un système bancaire, tout, quand tu es mis comme ça au rang de la société par ton propre gouvernement, ton propre pays, mais c'est normal qu'il ait de l'ego. C'est normal qu'il soit en colère. Et s'il n'avait pas de l'ego, il se serait suicidé depuis longtemps. Vous vous rendez compte de la vie qu'il mène? Il vit en célibataire, endurci, il ne peut pas avoir de famille, cet homme. Et c'est extrêmement dur ce qu'il vit. C'est un vrai résistant. Il vit comme un résistant. Il est en guerre. Alors c'est normal qu'il ait de l'ego et qu'il t'agace. C'est ton problème. Je pense que c'est parce que tu ne sais pas la vie qu'il est en train de vivre. Hein, parce que toi, tu n'as jamais pris peut-être 1/100 des risques que lui a pris. Et oui, parce qu'avant, cet homme-là, tout le monde se l'arrachait sur les plateaux télé, avec sa brillance et sa fulgurance intellectuelle. Il faut réfléchir à tout ça, il faut dépasser tes petits problèmes d'ego. Hein. Pardon, moi je te parle comme ça, mais il faut aller au-delà de ça. Il y a des gens qui sont des résistants, et il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont telle réaction. C'est peut-être parce qu'ils sont acculés. Hein. Tony Lucan, comment expliquer les dérives de la Torah avec le Talmud, les témoins de Jéhovah avec la Bible et le porno avec l'amour? Ah, bah écoute, oui. Bah parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont infiltré, comme j'ai expliqué, il y a toujours eu des gens qui ont infiltré les mouvements lumineux, les enseignements lumineux pour en faire des choses étranges, à la solde des forces des ténèbres. Hein. Et donc, il y a toujours eu notre lot de satanistes qui ont infiltré dans tous les temps, de tout temps, tous les enseignements réels, véridiques, comme la Kabbale. Je sais que vous êtes nombreux quand on dit le mot Kabbale à dire « Ah, le démon !» Non, la Kabbale est un enseignement extrêmement important, très élevé. Tout le monde a à apprendre de la Kabbale. C'est extraordinaire comme enseignement. C'est un enseignement qui vient des Indes. Hein. C'est indo-arien, la Kabbale. Mais effectivement, la Torah, il y a des choses très belles. Effectivement, on en a fait le Talmud parce que ce sont les pharisiens et les sadducéens, entre autres, qui ont détourné la Torah à leur avantage. Parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme Messie. Or, dans la Torah, qui est l'Ancien Testament, en majorité, dans la Torah, il est écrit clairement et simplement la description réelle de Jésus et du futur Messie. Et c'est la description exacte de Jésus. Hein. Donc, comme ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus, ils ont fait un nouveau livre sacré, soi-disant, qui résume toutes les lois de la Torah, ce qui est faux. Ils ont rajouté des trucs à eux, ils ont magouillé,
Et ils en ont fait un bouquin qui explique le retour ou l'arrivée de leur Messie, qui ne donc serait pas Jésus, mais un autre. Et donc voilà comment on se retrouve avec un livre religieux, dit spirituel, qui est totalement basé sur en fait des choses totalement fausses. Hein. En ce qui concerne les témoins de Jéhovah avec la Bible, je pense que c'est la même chose. Et puis en ce qui concerne le porno avec l'amour, bon là, c'est un peu plus compliqué. Lopez le Pur me demande s'il peut être modérateur. Eh ben, écoute, je t'adoube. Tu es un Avenger à partir de maintenant. Allez. Erza de 1919. Est-ce que l'on pourrait faire une marche de soutien pour Soral? Ah oui, si vous n'avez pas peur de vous faire cataloguer comme les plus gros fachos de la France, hein, faites-le. Faites-le et portez, grimez-vous pour pas qu'on puisse vous reconnaître en bleu, blanc, rouge. Voilà, ça serait une super bonne idée. Et je pense que ça lui ferait très plaisir. Permaculteur anarchiste, ça te plairait pas de finir ta vie dans la permaculture autour de ta maison? Ah, mais c'est mon rêve, moi, ça. C'est mon rêve, c'est d'avoir ma base autonome, bien sûr. Ça fait des années que j'essaye de faire ça. J'ai pas les moyens financiers. Bien sûr que ça me plairait. C'était vraiment, c'était mon idéal de vie avec mon ex-femme, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais bien sûr, oui, avoir ma base autonome, pouvoir nourrir les autres, avoir de l'eau pure, propre, des légumes bio. Et puis avec mes connaissances en médecine et en homéopathie et en médecine chinoise, on pourrait guérir des tas de personnes, évidemment. C'est complètement mon but, hein, je vous le dis honnêtement. Aïe, aïe, aïe. Allez, que pensent les Marocains? Attends, j'ai pas eu le temps de la lire. Maclaoui, que pensent les Marocains de ce qui se passe en France avec les manifestations? Ils n'en parlent pas. C'est pas leur préoccupation. Il faut le dire, le peuple marocain est très peu politique, très peu politisé. Ils votent pas beaucoup, ils sont 20-25% à voter. C'est pas leur préoccupation. Ils s'y intéressent pas. C'est comme ça. Hein. Fadette B. Une gilet jaune a pris en photo des CRS mercenaires de l'Europe à Paris. Qu'en penses-tu? Je suis pas du tout étonné. Pas du tout étonné. Ils viennent en renfort, ça veut dire qu'ils paniquent. Voilà, tout simplement. Louis Le Fennec, mettez un Q majuscule devant vos questions, sinon je ne vais pas pouvoir les voir. Louis Le Fennec, les gendarmes vont être sans pitié contre les gilets jaunes après que le boxeur a frappé les policiers. Qu'en pensez-vous? Non. Je pense plutôt qu'ils vont dire qu'ils risqueraient d'en prendre bientôt plein la gueule. Et je pense que c'est plutôt bien. Ça va peut-être les calmer un peu. Ouais. Sibérin, as-tu entendu parler d'un groupe qui s'appelle Le Siècle? Oui, bien sûr. Regroupant des membres de l'élite journaliste, bien sûr. Ils se réunissaient par mois, tous les mois, au Crillon, qui est l'hôtel qui est à la place de la Concorde. Évidemment, bien sûr. Alors, c'est une branche des Bilderberg, hein, en fait. François Le Modéré. Les gens s'éveillent à la corruption des politiques, mais irais-tu jusqu'à les soupçonner de satanisme ou magie noire? Qui ça? Les gens ou les politiques? Bien sûr que les politiques font de la magie noire, bien sûr qu'ils ont des mages, bien sûr qu'ils ont des voyants, bien sûr qu'ils ont des astrologues, bien sûr qu'ils ont affaire aux sciences occultes, évidemment. C'est pas du soupçon que j'ai, c'est ce que je vous le dis parce que je le sais. Oui, mais Diodo, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir coûte que coûte. Même si demain il devenait plus drôle, ce qui est encore loin d'être le cas, il faudrait le soutenir. Hein, voilà. Ça fait partie des gens, il faut donner sa chemise pour soutenir ces gens-là. Parce que ce sont des sentinelles, et ils ont été des. C'est vraiment des héros, quoi. C'est des héros de guerre, quoi. C'est comme ça que je les vois. Alors, permaculteur, penses-tu que chrétiens et musulmans pourraient s'unir? Les musulmans de France sont français. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, Inch'Allah, je pense que ça serait possible. Je pense que c'est possible. Oui. Je pense que chrétiens et musulmans pourraient s'unir autour du Messie,
car ils ont le même Messie, les musulmans et les chrétiens, qui est Jésus. Oui, sauf que pour un musulman, et ça il faut que je le dise, je suis obligé de le dire, quand, si par exemple un musulman décide d'aller prier à l'église, eh bien, il va être considéré par beaucoup de ses pairs, par beaucoup de musulmans, comme quelqu'un qui est un apostat, c'est-à-dire qu'il n'est plus musulman. À partir du moment où il est allé dans une église prier, pour eux, il n'est plus musulman. Ça fait partie des idées reçues que ont les musulmans. Vous voyez ? Alors qu'un chrétien, ça ne le dérangera pas d'aller dans une mosquée, d'aller prier. Vous voyez ? Et d'ailleurs, les églises sont ouvertes à tout le monde. Les mosquées ne sont pas ouvertes à tout le monde. La Mecque n'est pas ouverte aux non-musulmans. Le Vatican est ouvert à tout le monde. Lourdes est ouvert à tout le monde. Vous voyez la différence entre la chrétienté et l'islam, hein. C'est pour ça que je dis que l'islam a encore beaucoup de progrès à faire en matière de tolérance et d'ouverture. Et c'est un constat, c'est pas une critique, c'est un constat. Alors, il pourrait y avoir union, mais il faut que l'islam rattrape un peu comme ça la chrétienté dans sa tolérance, son ouverture. Moi, je pense, pour moi, qu'elle est en retard dans ces domaines. Je suis désolé si ça choque certains. Je vous le dis, c'est pas une insulte, c'est un constat. D'ailleurs, au Maroc aussi, je ne peux pas rentrer dans une mosquée, hein. Les mosquées sont fermées aux non-musulmans ici. Ce qui n'est pas le cas de l'église. L'église de Marrakech est ouverte à tout le monde. Les synagogues sont fermées. J'en ai une à 15 mètres dans ma rue. Je peux même pas frapper pour y rentrer, pour essayer de rencontrer un rabbin. Je vais me faire envoyer chier. Eh oui. Alors, ça veut dire quoi ça, n'importe quoi? Allez, on avance. Je vais répondre aux dernières questions, hein, je pense. Bon, bah, on va pas faire. Il est déjà minuit et demi passé. Je réponds aux dernières questions, d'accord? Mettez majuscule si vous voulez. Alors, Worm, as-tu des informations au sujet d'Euro Jeunes Forts et penses-tu qu'ils sont déjà intervenus en France pour casser du gilet jaune? Alors, je ne pense pas, mais effectivement, ce sont des CRS européens, hein. Je pense plutôt qu'ils sont sur Bruxelles en ce moment, mais non, ils ne sont pas encore venus en France, non. Mais s'ils ont créé cette milice, enfin ces CRS européens, c'est qu'ils savaient très bien que tôt ou tard, ils allaient avoir affaire à une insurrection européenne, une insurrection globalisée. C'était prévu, c'est prévu de longue date, cette insurrection. Là où je suis d'accord avec Houplon et tous ceux qui disent que c'est prévu, machin, je suis d'accord avec eux, bien entendu, tout ça c'était prévisible. Là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est de dire que les gens, eux, sont manipulés. Non, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont pas obligés d'aller dans la rue. Louise Le Fennec. En Algérie, on s'intéresse beaucoup à la situation en France, car il y a beaucoup de liens avec la France pour le bien et le pire. Bah, c'est que les Algériens sont plus politisés que les Marocains, qui sont plus, qui n'ont pas les mêmes préoccupations peut-être. Mais vous avez raison, les Algériens, de vous intéresser à ce qui se passe en France. C'est bien, je trouve. Il faut s'y intéresser parce que, vous savez, la France, hein, quand même, encore une fois, vient de démontrer qu'elle était un peuple. Et là, on parle du peuple, des 40 millions de Français blancs de souche chrétienne ou athée, qui vivent au centre France, viennent encore de démontrer que c'était un peuple qui était un peuple qui est de tradition révolutionnaire et qui ne se laisse pas faire. Et c'est un peuple qui laisse admiratif beaucoup d'autres peuples dans le monde, beaucoup d'autres pays. Hier, je regardais les Américains et je lisais les commentaires des Américains sur les chaînes YouTube des chaînes d'information américaines et qui commentaient les Gilets jaunes. Ils étaient admiratifs des Gilets jaunes. Ils disaient les Français, le peuple français, bravo. J'en avais les larmes aux yeux. J'en avais les larmes aux yeux de voir à quel point notre peuple suscite l'admiration des autres peuples et des autres pays du monde entier, parce que on est un peuple révolutionnaire qui ne se laisse pas faire, qui ouvre les yeux, qui passe à l'acte, qui vote. C'est pour ça que je suis pas d'accord quand vous me dites qu'il faut plus voter. Il faut voter. On est un peuple politisé, on est un peuple qui braille, qui rouspète, et ça, on laisse admiratif et qui descend dans la rue. Et je vous assure, vraiment, tous les peuples du monde entier sont totalement en admiration devant nous pour ça, quoi. Et ça, il ne faut pas le lâcher, c'est hyper important, ça fait partie de notre identité nationale. Vous voyez? Et cette identité nationale, c'est hyper important de l'avoir. Les Marocains ont leur identité nationale, ils descendent dans la rue aussi quand ils veulent revendiquer quelque
quelque chose. Hein. Les Algériens, je suppose que c'est pareil. Et les Américains, ils n'ont pas cette culture de descendre dans la rue. Alors si, ils sont descendus dans la rue pour gueuler contre Trump. Sauf qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui, tous ceux qui habitent aux États-Unis me disent tous la même chose, c'est que depuis qu'il est là, c'est mieux. Ah, ça aussi, il faudra qu'on en parle à un moment donné. Hein. C'est que le nationalisme a du bon, vous voyez. Ça prouve que les identités nationales doivent être préservées, car les pays se comportent mieux quand il y a une identité nationale forte. Et la France est en train de démontrer qu'elle a encore une identité nationale. Et donc, elle peut devenir beaucoup plus forte. Et c'est là où il y a une fracture immense aujourd'hui, c'est entre cette France qui est encore identitaire, cette identité française, là, les Gilets jaunes, incarnée par les Gilets jaunes, qui n'a plus rien à voir, ni de près ni de loin, avec les intérêts et la direction politique de nos élus, de nos élites, de nos médias, hein, et bien entendu de notre président. Ils sont totalement déconnectés de la volonté, de ce que veut vraiment ce peuple français. Totalement. Et donc, ça ne peut pas bien finir, ça ne peut pas bien se passer, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un gaucho qui représente les desiderata de ceux qui sont immigrationnistes et qui voudraient, qui sont sionistes et qui voudraient que la France s'islamise pour qu'elle puisse détruire toute chrétienté. Vous voyez? C'est le cas aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Hein, si ce n'était pas le cas, on aurait le droit de le dire à la télé. Or, personne n'a le droit de dire ce que je viens de dire à la télé. Donc ça prouve que c'est la vérité. Et je vous assure, lisez les commentaires des étrangers, les commentaires des Anglais, des Américains, des Autrichiens, des Australiens. Ils sont en admiration devant ce qui se passe en France. En admiration. Admiration. Et ils sont scandalisés par les forces de l'ordre et la façon dont ils traitent le peuple. Sibérin. J'ai mal posé ma question sur le siècle. Je voulais insister sur le fait que les patrons de syndicats y soient mêlés. Il y a clairement conflit d'intérêts. Non, bien sûr, mais on l'a toujours su que les syndicats font partie font partie intégrante du système, bien entendu. Ils sont pas du tout là pour défendre les intérêts des travailleurs. Ça, c'est du pipeau, ça. Ils sont là pour pactiser, tout simplement. Ils pactisent. Abdou Boukada, en tant qu'ancien musulman, c'est vrai ce que dit Jim. Merci. Purée de piment me dit non, un musulman peut entrer dans une église, tu dis n'importe quoi. Il faudrait peut-être écouter ce que je dis, hein, mon coco. Hein. Je t'ai dit que les musulmans pouvaient rentrer dans les églises. C'est l'inverse qui n'est pas possible. Maintenant, quand tu me dis non, un musulman peut rentrer dans une église et n'importe quoi, par rapport à quoi? Non, il va se faire mal voir par sa communauté. Je le sais, hein, j'en connais suffisamment des musulmans qui me disent « tu peux pas aller à l'église, sinon ils vont me faire chier ». Je le sais. Arrête de me dire que je dis n'importe quoi, je suis plus près des musulmans que toi, qu'est-ce que tu crois? Permaculteur, je veux faire Saint-Jean-de-Compostelle une semaine au printemps. As-tu un truc à dire là-dessus? Si tu veux faire toute la marche de Saint-Jean-de-Compostelle, c'est pas une semaine qu'il va te falloir, c'est 2 mois. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est 3000 km. La marche de Saint-Jean-de-Compostelle. Donc c'est très bien, hein, mais il va falloir que tu prévois un peu plus qu'une semaine. Florian alias, tu penses que le pape a encore son mot à dire dans ce monde ou est-il corrompu? Alors, il est totalement corrompu. J'ai reçu une information comme tout à l'heure que j'ai pas pu lire entièrement, comme quoi la troisième révélation de Bernadette. Non, attendez, je ne vais pas vous dire de conneries parce que j'aime pas lire des conneries. Attendez, je vais vous lire tout de suite. Où est-ce que c'est? Non, c'était Jim Leveilleur. Voilà. Voilà, par rapport donc, pardon, à Fatima, là, vous savez, les 3 visions de Fatima, hein, en 1917. Elle avait fait elle avait eu 3 visions, hein, donc apparemment, on vient de m'envoyer le document de la prophétie de Fatima et de sa 3e vision. Apparemment, ça serait la fin de la papauté, donc la fin du Vatican. C'est ce que je viens de recevoir comme information. Je n'ai pas pu lire encore totalement le document, j'attends de le lire. Et donc, le pape est totalement corrompu. Et je pense que ça va mener très probablement à la chute du Vatican et d'hommes. Et ça, c'est ce qu'attendent nos amis talmudo-sionistes. Hein? J'ai répondu sur le Rogenfort. Max Rokatansky,
Et puis, il y a l'islam chiite, Iran, Syrie, Liban, qui fait bon ménage avec les chrétiens, je crois. Et vous savez, l'islam pourrait faire bon ménage avec les chrétiens s'il faisait l'effort de ne pas être aussi prosélyte, c'est-à-dire s'il n'avait pas autant ce désir de vouloir islamiser les endroits où ils s'installent. Or, malgré eux, et je pense qu'ils ne le font pas exprès, mais ils le font. Quand ils arrivent quelque part, ils ouvrent des boucheries halal. C'est déjà un premier signe d'islamisation. Des revendications de viande halal partout, dans les écoles, milieu, pouvoir porter le voile, etc. C'est de l'islamisation. Eh oui. Quand un chrétien débarque quelque part dans un pays, avec sa femme chrétienne, il ne dit pas bon, alors je vais installer immédiatement une boucherie porcine, et puis moi je veux du porc dans les écoles pour mes gosses, puis je veux que ma femme elle puisse se mettre en mini-jupe à la touffe. Bon, vous me direz, les chrétiens s'habillent rarement en mini-jupe à la touffe. Mais il n'y a pas de revendication de ce style de la part des chrétiens. Les chrétiens vivent de manière discrète, ils n'emmerdent personne. Et ça, c'est un problème propre à l'islam, il faut le dire. Ils ont ce côté où il faut qu'ils convertissent les autres, où il faut absolument qu'ils t'imposent leur façon de voir Dieu, de comprendre Dieu. Non, mais on n'a pas besoin. Les gens qui croient en Dieu n'ont pas besoin d'avoir un musulman qui lui explique comment lui il croit en Dieu. Ça, c'est un problème d'ouverture, c'est un problème de manque d'intérêt des musulmans en général aux autres religions et aux autres enseignements religieux et spirituels. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est un problème typiquement islamo-musulman. Voilà. Donc, il pourrait y avoir du bon ménage, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la part des musulmans, c'est tout, je le dis. Le monocle, coucou, comment vas-tu ? Quand viendras-tu faire des conférences et dans quelle ville et quand commences-tu la part spiritualité ? Je commence ce mois-ci, comme je te l'ai dit. Ouh là là. Alors, attendez, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, je vais terminer vos questions. Pètes-tu la France ? Évite d'écrire des insultes parce que c'est débile. Ça sert à rien d'écrire Macron est un PD, machin. On s'en fout. Hein. Anto Caris du Tarn. Savez-vous exactement comment a été lancé le mouvement des Gilets jaunes ? Non, pas exactement. C'est pas très intéressant en fait. Frédéric Troadec, l'État peut-il déclarer l'état d'urgence et l'intervention de l'armée si tout s'envenime ? Oui. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont augmenté la prime de tous les généraux d'armée français de 81 000 € chacun annuel. Sachez-le, ça coûte une blinde un général français. Ça coûte une blinde, c'est 50 000 € de revenus par an. Hein. Un général. Et il y en a plus dans l'armée française, paraît-il, que dans l'armée américaine et russe réunies. On est l'armée au monde qui a le plus de hauts gradés, de plus de généraux. Ça nous coûte un bras, mais un bras que vous n'imaginez pas. Ils auront donné en 2018 une prime, en plus de leurs 50 000 € annuels, de 81 000 € chacun, pour qu'ils soient bien obéissants, bien gentils comme des toutous. Sachez-le, je l'ai dit, je l'ai détaillé dans ma dernière vidéo de ce matin. Alors oui, c'est possible, effectivement. Je pensais que l'armée pourrait aller dans le sens du peuple, mais vu les primes qu'ils viennent de leur donner, je ne vois pas comment. Lopez le pur, je n'ai pas modéré, cela ne marche pas. Si, pourtant, tu es modérateur, mais effectivement, je ne vois pas, ça n'apparaît pas. Et là, ça devrait marcher. Pourquoi ne pas se concentrer sur les francs-maçons dans notre pays et les foutre en prison, nous demande Tatiana. Pourquoi ? Parce que c'est pas... Oui, effectivement, c'est un problème. Mais c'est pas, la franc-maçonnerie n'est pas un problème en elle-même. La franc-maçonnerie est un problème parce qu'elle est aujourd'hui une certaine franc-maçonnerie. Hein. On parle du Grand Orient et du GLNF. Ce sont les loges politiques. Elles posent un problème parce qu'elles sont aujourd'hui ces deux maçonneries-là servent de réseau, qui permettent en réalité de fabriquer des oligarques et
pas des oligarques, je dis n'importe quoi, des énarques et des spécialistes de la politique qui ensuite va aller se parfaire sa formation aux États-Unis chez les Young Leaders, etc. Mais si on supprime, comment dire, l'ingérence de la finance dans les médias et dans la politique, on supprimera de fait aussi l'ingérence de la maçonnerie. Voilà. Donc, moi, je dis que c'est la finance le plus gros problème, c'est pas la maçonnerie. Mais enfin bon, il faudrait effectivement voter des lois, comme les Italiens sont en train d'essayer de le faire, pour qu'il n'y ait absolument plus la possibilité d'être dans des réseaux maçonniques, ou autres d'ailleurs, et en politique, bien entendu. Tu as tout à fait raison. Mallory Malou. Sur YouTube, j'ai écouté plusieurs témoignages que les sacrifices ont lieu en dessous de la cathédrale de Notre-Dame. Le savez-vous pourquoi personne n'y va? Pourquoi les flics ne sont pas prévenus? Parce que dès que tu commences à toucher au satanisme, là, il n'y a plus personne. Hein, parce que c'est en très, 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 très haut lieu qu'on fait ce genre de choses. Et qui dit très, très, très haut lieu, dit les gens qui dirigent vraiment dans l'ombre. Et ceux-là, tu les touches pas. Antocaris du Tarn. Si c'est intéressant, car comprendre comment plus de 30 000 personnes peuvent subitement se concerter pour faire un mouvement de cette ampleur, moi, ça m'intéresse. Bah, c'est parti de rien à la base. C'est parti d'un truc sur les réseaux sociaux, mettons nos gilets, allons gueuler, protester contre la hausse du carburant. Voilà comment c'est parti. C'est parti de Facebook. C'est tout. Facebook, YouTube, c'est parti de là. Et après, ça a pris de l'ampleur parce que les réseaux sociaux ont relayé l'information. Antocaris du Tarn. Et savoir si le départ des Gilets jaunes est manipulé ou pas. Pour moi, non. Le bon divergent. Les gens ne savent même pas qu'il existe plusieurs maçonneries et que cette même maçonnerie a également été infiltrée comme le reste. Ah oui, mais j'ai quand même fait assez de vidéos sur le sujet pour que les gens soient aujourd'hui un petit peu quand même informés, quoi. J'ai quand même fait ce que j'ai pu. Bon, eh bien, nous sommes à 12h51. On est à la même heure. J'ai répondu à toutes vos questions. Je vois que le live, je vois plus de questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On est à 1h47 de live. Le live sera relayé sur ma chaîne principale de Veilleurs non silencieux. Donc, je vais vous demander surtout d'aller la visionner, passer le mot d'aller la visionner sur l'autre chaîne parce que c'est monétisé. Donc, ça me permet de gagner un peu de sous-sous. Soyez cool avec moi, merci. Et Martini Chihuahua, le mouvement des Gilets jaunes est infiltré, récupération politique par la France insoumise, qu'en pensez-vous? Non, ils essayent. Mais il ne faut pas se laisser faire, surtout pas. Non, je n'aime pas l'argent spécialement, mais j'en ai besoin, mon coco. Si j'en avais, je vous assure que j'en aurais pas besoin. Mais j'en ai pas. Les gens qui demandent de l'argent sont les gens qui n'en ont pas, tu vois. Mais c'est pas une honte d'en demander. Pétula France, je suis allé au Maroc en 1987. Le pays était plein de mendiants, hommes comme femmes. C'était très choquant, est-ce toujours le cas? Bien sûr, il y en a toujours. Je pense qu'il y en a moins qu'en 1987. En tout cas, je pense qu'il y en a moins qu'en France. Il y en a moins qu'à Paris. Je pense que tu trouveras moins de mendiants à Marrakech sur la plage d'Amefna que tu pourras en trouver dans le métro, tu vois. Il faut toujours savoir balayer devant sa porte avant de regarder ce qui se passe chez le voisin. Hein? Bon, écoutez, il n'y a plus de questions. Je vous remercie de votre présence. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. On se retrouve sur VK. Je vous propose surtout d'aller sur VK parce que c'est là-bas que tout se passe. On peut parler librement. Il n'y a pas encore trop de censure. C'est pas encore, même si le CRIF et la LICRA demandent à la censure de VK. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il faut y aller. Hein. Et puis, voilà, sur Facebook encore, je partage encore quelques infos sur Facebook, mais plus trop. Donc, je vous remercie à tous et puis à bientôt. Hein. Tatiana me dit, pouvez-vous dire aux gens d'aller au Grand Orient de France samedi? Si tu veux. Je relaye, je viens de le dire, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une façon de montrer aussi les responsables, effectivement. Oui. Effectivement. Aller plutôt devant la Banque de France en demandant l'abolition de la loi 73 et de sa correspondance dans la loi européenne. Je pense que c'est vachement plus important. Hein? Ce que je pense de la rencontre entre Poutine et MBS, j'en pense
pense pas grand-chose. Je ne pense pas grand-chose. Merci à tous. Écoutez, voilà, on se retrouve demain ou après-demain. Hein. Ah, ça c'est une grande question, Frédéric. Frédéric Troadec qui me pose une question de dernière minute. Pourquoi a-t-on laissé autant de pouvoir aux sionistes? C'est une grande question. Parce que ça fait, tu sais, l'histoire des Juifs et de la France est une grande histoire. Et pour ça, il faut l'étudier. Hein. Comment les rois de France ont expulsé plusieurs fois les Juifs de France. Plusieurs fois. Ils les ont tolérés, puis expulsés, puis retolérés, puis réexpulsés. Il faut regarder, il faut suivre cette histoire. Et comment finalement ils ont réussi à fomenter la Révolution française en infiltrant la maçonnerie, justement. Hein. Et grâce aux Rothschild, par les Illuminati, qui ont financé la Révolution française. Il faut regarder ça, c'est très important. C'est eux qui ont créé la République. Hein. Donc voilà pourquoi. Tout simplement, aujourd'hui, ils ont la main mise sur la France, en tuant la chrétienté, en passant la loi de laïcité. Voilà comment. Hein. Mais il faut étudier tout ça, c'est important. Regardez les conférences de Ploncard d'Assac, elles sont super intéressantes. Ou de Pierre Hillard, très, 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 très intéressantes. Ah, l'enjeu majeur de 2019 sont les européennes, me demande Martini. Oui, il faudra voter. Hein. Il faudra voter, bien entendu, pro-Frexit, nationaliste, etc. Donc, je crois qu'ils ne sont pas très nombreux à proposer le Frexit en France. Donc, allez. Merci. Bonne nuit à tous. Ciao. À plus tard. Bye bye. Et bonne nuit.